la personne qui devait animer la soirée est tombée malade et du coup il a demandé à l'aide, donc je me suis porté volontaire, mais j'ai oublié qu'il fallait que je le fasse ensuite. Ben, ici ce sont les logos, les locaux d'Octo, donc Octo qui est une compagnie de consulting qui font un peu de l'audit et puis aussi un peu de delivery de temps en temps. Et bon, on touche un petit peu à tout, quoi. En ce moment il y a pas mal de missions sur les trucs comme consulting, DevOps, ce genre de choses, et puis des missions de delivery là qu'on va bientôt attaquer sur du, ouais c'est ça, Spring Boot, Node, truc, je sais plus exactement. Les technos, Ouais, les technos c'est un truc blockchain, ouais, je crois que leur bac ils veulent le faire en Spring. Donc voilà. Très mauvais porte-parole pour la boîte, mais. Bah, peut-être pour aider un petit peu, en fait, je travaillais chez Kudelski avant, on a eu affaire à Octo à 2 ou 3 reprises, et du coup, en fait, on a eu besoin d'un coach agile à un moment donné, un coach pour les tests, et puis il y avait un développeur Java aussi à un moment donné. C'est une boîte de service, on va dire pas vraiment classique, parce qu'ils ont en fait une orientation côté humain que la plupart des autres boîtes disent avoir, mais qu'eux ont vraiment. On va dire que c'est un peu l'image que j'en garde. Bah, en particulier l'antenne suisse, on fonctionne, c'est Open Salary par exemple, on sait tous combien on est payé, si tu veux une augmentation, bah, tu vas la défendre devant le reste de la boîte, quoi. On discute à peu près tous de la stratégie et compagnie, enfin il n'y a pas vraiment de grade, disons, c'est assez flat comme organisation. Un des trucs qui est assez caractéristique, c'est que on est très polyvalent, il y a pas tout le monde code, et potentiellement tout le monde fait du conseil. Ce qui fait qu'en général, si tu demandes, si on va en audit, qu'on fait des recos, on propose de venir faire une formation pour aider les gens à déployer leur recos, ou au contraire de leur filer un coup de main pour le faire, bah, c'est le gars qui te fait les recos et qui t'a fait le PowerPoint, c'est lui qui va venir aussi pour continuer et faire le côté tech, quoi. C'est pas des, on fait pas, il n'y a pas une horde de commerciaux qui font du slideware et qui vendent des trucs qu'on sait pas faire. Et on n'a pas de commerciaux d'ailleurs. On fait tous un peu de. La seule qui n'est pas consultante ici, c'est l'assistante qui s'occupe de la facturation, etc., la com. Mais donc, ouais, ça c'est assez caractéristique, on va dire. Et puis, ouais, sinon on fait quand même pas mal du sur-mesure, quoi. Et il y a quelques motos, c'est employee first, client second, et personne ne te reprochera si tu n'es pas d'accord avec un client, personne ne te reprochera de lui dire ce que tu penses si c'est argumenté. Et le côté un peu plus sombre, c'est qu'on a été racheté par l'Empire. Donc pour l'instant, on est encore globalement autonome. On est suffisamment bizarre pour qu'ils aient du mal à nous ingérer. Et ils n'ont pas trop envie qu'on se barre. Donc, mais jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien. Ouais, ça va aller mieux. Ouais. Donc voilà. Bienvenue. Donc merci pour nous accueillir pour cette soirée. Donc je me présente en vitesse, je m'appelle Vadek Folonier. Je travaille actuellement comme ingénieur sécurité pour CloudBees. Donc on gère en gros tout le projet Jenkins, le côté open source et le côté entreprise. On va dire que l'aspect communautaire est très important pour nous et on fait aussi beaucoup de versions custom pour les clients, différents plugins, etc. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail après des slides un petit peu commerciales, on va dire. Promis, ça fait pas plus de 5 minutes. Et d'ailleurs, comme vous verrez le logo CloudBees un peu partout sur les slides, j'ai des stickers pour ceux qui sont intéressés. Malheureusement, j'ai pas pu amener de t-shirt, on est un peu en rupture de stock. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Jenkins en version professionnelle ou à la maison, un peu moins, je pense. D'accord, quasiment tout le monde, c'est très bien. Vous savez si vous avez la version open source, version payante? D'accord. Très souvent, en fait, la plupart des gens commencent avec l'open source, et si la boîte est suffisamment grosse, on va dire suffisamment grosse pour avoir des problèmes, ils passent sur la version payante. Excuse-moi, la différence entre la payante et la... En gros, si tu veux, donc, enfin, slide suivant. Donc, okay. Là, si vous voulez, c'est juste un bref aperçu des différents plugins populaires qui se trouvent sur la communauté. Et ça, en fait, c'est les différents problèmes qu'il peut y avoir en fait dans les entreprises.
Par exemple, ça peut être en termes de sécurité, vu que je travaille dans le domaine, c'est plus facile de vous en parler. C'est par exemple que les gens ne mettent pas suffisamment à jour leur instance. Et que du coup, nous, on déploie une nouvelle version avec des failles de sécurité qui sont corrigées. Les gens, on les déploie pas. Et puis après, ils s'étonnent qu'ils aient des problèmes. Ce genre de petits trucs. Ça peut aussi être au niveau de la gestion des équipes. Un Jenkins pour 3-4 équipes, il n'y a aucun problème. Mais si vous commencez à avoir une entreprise avec une vingtaine d'équipes, la gestion des différentes instances de Jenkins commence à devenir compliquée. Du coup, c'est là où la version entreprise peut aider grandement, avec un Operation Center qui gère plusieurs masters facilement. Et on évite d'avoir une personne par équipe qui gère ce côté-là. Et du coup, ça simplifie un peu les choses. Donc ça, c'est un peu pour les slides commerciales, pour vendre un petit peu la chose. On va passer sur le sujet vraiment qui nous concerne, qui vous a fait venir ici pour cette petite soirée. Donc, les algorithmes génétiques. Est-ce que déjà, quelqu'un a déjà entendu parler du sujet? D'accord, une bonne moitié. Et qui c'est qui en a déjà fait? Implémenté personnellement au milieu professionnel? Non? Plus perso? Stage de master, enfin de la recherche. Parfait. Et heureusement, c'est pas que rester au niveau de la recherche. Ça a un petit peu évolué quand même. Parce qu'il faut savoir que les algos génétiques, c'est quelque chose de relativement vieux, au même niveau que les réseaux de neurones, on va dire, en quelque sorte, mais que la popularisation s'est surtout fait du côté des réseaux de neurones. Les deux étant dans le même domaine du machine learning, il reste un peu le parent pauvre, on va dire, en fait, du domaine. Les gens se disent, ouais, on va faire du machine learning. Première idée, c'est réseau de neurones. Alors que pour certains problèmes, les algorithmes génétiques ont aussi leurs inconvénients, mais aussi leurs avantages. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans la présentation. Donc là, histoire de vous situer un petit peu la chose, on va faire une petite intro sur l'optimisation au niveau mathématique. Promis, il n'y a pas de formule, c'est que de la théorie, des explications visuelles, on va dire. Il y a plusieurs moyens de résoudre un problème en termes d'optimisation. Donc l'optimisation, c'est trouver la solution la plus optimale à un problème donné. Donc ça va dépendre fortement du problème. Il y a plusieurs méthodes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous prendre un exemple simple. Vous vous trouvez sur une sorte de vallée avec plusieurs niveaux d'altitude différents, et vous mettez en fait un aveugle parachuté au milieu de cette zone, et vous lui demandez de trouver l'endroit le plus haut ou le plus bas, on va dire le plus haut c'est plus simple, le plus haut de la région, en suivant justement certains algorithmes. Avec la descente de gradient, la première version, que vous voyez là, donc la descente de gradient, c'est simplement, vous lui dites, tu suis la pente la plus haute à chaque fois. Donc en gros, s'il est parachuté près d'une colline, il va monter au sommet de la colline et il s'arrête là. C'est un optimal local, ça peut être bien, mais dans la plupart du temps, c'est pas suffisant pour trouver l'optimum complet de la région. On peut utiliser ensuite une marche aléatoire, donc stochastic walk en anglais. C'est simplement, vous lui dites, chaque mètre, tu changes de direction, tu vas n'importe où, tu te balades, et tu enregistres juste le point le plus haut que tu as visité jusqu'à maintenant. Donc il va visiter un peu toute la vallée, potentiellement il va passer par le chemin le point le plus haut, mais c'est pas sûr qu'il le fasse en un temps réaliste, on va dire. Mais cette solution finit par trouver la solution. Ça peut prendre un temps infini, mais il finit par le trouver. Tandis que la descente de gradient, une fois qu'il est au sommet de sa colline, il reste là et puis il croit qu'il est au sommet. On prend exprès un aveugle pour pas qu'il ait la vision globale, justement, pour la situation. Après, il y a une méthode un petit peu différente, c'est le in-climbing. En gros, on mélange les deux premières méthodes. On va lui dire, des fois, tu marches, tu changes de direction, des fois, tu suis la pente. Ça va permettre à certains moments de ne pas continuer de monter une colline qui n'est pas forcément l'optimum global. C'est une technique qui marche déjà un petit peu mieux que la descente de gradient toute seule, mais ça reste quelque chose de pas très optimisé, on va dire. Il faut un peu de chance, il faut espérer que l'aléatoire fasse beaucoup pour qu'il trouve un maximum, on va dire, global. Ensuite, l'avant-dernière, c'est en français le recuit simulé. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, c'est en métallurgie. C'est en fait quand on veut faire une pièce en métal qui soit le plus parfaite possible, on va essayer, donc on part du métal liquide, on va pas le laisser refroidir d'un coup, parce que sinon il risque d'avoir des imperfections. C'est pure physique derrière. Donc en fait, on va le laisser refroidir et on le réchauffe, recuit, chaque X temps, pour éviter qu'il y ait une descente trop rapide en termes de température. Donc l'analogie en fait côté informatique, c'est qu'on va lui dire à l'aveugle qui se balade de faire l'aléatoire au début,
et petit à petit, on lui demande de réduire le côté aléatoire et de faire la montée de gradient, enfin la descente de gradient. Du coup, il va monter la colline de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance. Et ça a été prouvé théoriquement que c'est plus utile, plus optimisé que les différentes approches précédentes. Une dernière possibilité, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est les colonies de fourmis. Donc en gros, on va lancer des colonies de fourmis, enfin une colonie de fourmis dans un endroit donné, et les fourmis vont suivre les phéromones. Le chemin est le plus court, du coup, va leur permettre de suivre là où il y a plus de phéromones, plus de densité, plus de fourmis qui passent, etc. C'est très sympa, le côté biologique. Utilité en problème réaliste, on va dire, pas énorme. C'est surtout intéressant pour les étudiants pour apprendre différents algorithmes, on va dire. Ensuite, il y a le côté algorithme génétique, qui prend un petit peu de ces méthodes-là dans l'idée générale, le côté un peu aléatoire et descente de gradient, mais en mettant des éléments plus orientés biologiques, on va dire, d'où le côté génétique. La promesse, c'est qu'en gros, vous avez un problème complexe, et avec une approche très simple, vous arrivez à trouver des solutions qui finissent par être optimum. Donc comme ça, en théorie, c'est bien joli, je vais vous montrer après, vous verrez qu'en pratique aussi, c'est bien joli. Donc l'idée, c'est aussi que ça puisse s'adapter. Donc on va vous dire, dans cette vallée-là, vous avez employé un algorithme génétique, vous avez trouvé la colline la plus haute actuellement, et on vous dit maintenant, ah, il y a une autre colline qui vient de se former, il y a un volcan, je sais pas quoi. Du coup, l'algo va s'adapter en partant de la situation qu'il a actuelle pour trouver la suivante de manière plus optimale que s'il repartait de zéro à chaque fois. C'est aussi ça qui est assez intéressant. Et contrairement au réseau de neurones, ça ne nous demande pas de connaître de la théorie très complexe derrière, beaucoup de chiffres, beaucoup de maths, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est plus si vous voulez optimiser pour un problème donné, que là il faut commencer à rentrer un peu dans les détails, mais la plupart du temps c'est pas nécessaire. Un petit peu d'historique, pas forcément intéressant si vous n'êtes pas très intéressé par le côté biologie. On va dire qu'à la base, c'est Charles Darwin qui a lancé en fait l'idée de l'évolution avec l'origine des espèces. Donc un livre très connu qui a été publié justement il y a près de 150 ans maintenant. Et en fait, il expliquait simplement que la sélection naturelle qui se faisait en réalité permettait aux enfants d'être plus adaptés à la situation où vivaient leurs parents. Parce qu'en fait, il part du principe, comme vous voyez sur les girafes, enfin sur l'image des girafes à côté, c'est qu'en fait, les espèces les mieux adaptées seront celles qui pourront se reproduire le plus facilement. Par exemple, les girafes, celles qui ont le plus long cou, vont pouvoir atteindre les branches les plus hautes des arbres et du coup pouvoir se nourrir plus facilement. Vous voyez que dans la deuxième image, il n'y a déjà plus qu'une petite girafe à petit cou, parce qu'elle est moins adaptée, du coup elle a plus de mal à se reproduire. Et quelques générations plus tard, vous n'en avez plus du tout. Je vous ai exprès évité les photos avec les girafes à petit cou mortes à côté, comme ça reste autorisé à tout public. Donc l'idée générale pour les algogénétiques, c'est que vous partez d'une population initiale complètement aléatoire, ou pas, selon les problèmes, si vous l'optimisez un petit peu, déjà proposer quelque chose. Mais en gros, vous partez d'une population initiale, vous évaluez chacun des membres, selon leur taux d'adaptabilité en fait au problème, donc s'ils sont faits pour le problème ou non, vous allez les sélectionner pour ensuite les faire se reproduire entre eux. Une fois la reproduction faite, certains vont muter un petit peu, et on recommence le cycle. Dans l'idée, c'est extrêmement simple, c'est exactement comme se passe la biologie en vrai. Donc c'est pas une théorie informatique qui a été inventée de toutes pièces, c'est vraiment basé sur la biologie, ce qui est relativement intéressant pour le faire des présentations, que ce soit à des informaticiens ou à des biologistes. Ils voient facilement les liens. Et du coup, le but de cette présentation, c'est de vous expliquer l'objectif de chacun des blocs que vous voyez là, qu'est-ce qu'il apporte dans l'algorithme, pourquoi il est présent, et qu'est-ce qui arrive si on le retire. Qu'est-ce qui arrive si on le retire, c'est surtout les démos à la fin, vous verrez l'évolution de l'apport en fait, de chaque bloc. On va peut-être un brin de théorie au début, la différence entre le génotype et le phénotype, donc là c'est de la pure génétique. Donc le génotype, c'est vraiment comment vous codez les gènes d'une personne. On va dire, est-ce que la personne aura potentiellement les yeux bleus ou non. Et le phénotype, c'est l'expression de ces gènes dans la réalité. Si vous avez deux fois les gènes bleus, enfin les gènes des yeux bleus, vous aurez les yeux bleus. Mais si vous avez une fois les yeux bleus, une fois les yeux bruns au niveau des gènes, c'est les yeux bruns qui sont dominants, du coup vous aurez les yeux bruns. Donc ça c'est un peu la différence
c'est comment on va coder les gènes, donc ça c'est le côté informatique, pour qu'après ils s'expriment ou non, etc. Donc ça c'est plus après l'utilisation au sein du problème. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça peut être relativement compliqué certaines fois s'il n'y a pas forcément d'exemple visuel. J'essaie le plus possible de vous montrer des images en même temps. Au niveau de la sélection, donc ça c'est une fois qu'on a déterminé leur score aux différents mutants, comment on va les sélectionner pour savoir lesquels vont se reproduire, lesquels on va garder, lesquels on rejette simplement pour la prochaine génération. Donc on peut le faire de manière aléatoire, c'est pas très intéressant mais ça permet de simuler du brute force. L'intérêt est fortement limité. On va dire que c'est ce qu'on fait au tout début quand on commence à implémenter un algorithme, juste pour voir qu'il y a tout qui compile, pour pas aller plus loin. Ensuite, une méthode assez intéressante, c'est la sélection par roulette. Donc en gros, on va mettre un poids pour chaque mutant. Donc vous voyez en fait dans la zone à côté l'aire de la roulette ou de la cible quand vous faites des fléchettes. L'aire de la zone allouée à un mutant dépend de son score dans le problème. Donc vous voyez qu'ici, le mutant numéro 1 a 31% de chance de se faire sélectionner. Traduction derrière, c'est qu'en fait, ces gènes lui permettent d'être 2 fois plus adaptés que par exemple le mutant numéro 4 ou numéro 5. Et du coup, ça se traduit par une zone plus grande, donc plus de probabilité d'être choisi au niveau de cette sélection. C'est relativement simple comme type de sélection. Une autre qui est encore plus simple, et que vous verrez après dans les démos à d'autres effets, c'est une sélection, on va dire, de Pareto. C'est-à-dire que 80% du temps, on prend aléatoirement un mutant parmi les 20% meilleurs. Ça permet de casser la distribution. Si vous avez par exemple une distribution de score où ils sont quasiment tous à 100% et très peu qui ont moins au niveau du score, la sélection de Pareto va permettre de couper même au sein d'une distribution très serrée vers un chiffre donné. Là où la roulette ne va pas forcément marcher, vu que si vous avez, on va dire sur 100 mutants, une cinquantaine qui sont tous entre 0,9 et 1, du coup, ils auront quasiment tous autant de chances d'être sélectionnés. Avec Pareto, vous allez prendre que les meilleurs. Ça a ses avantages, ses inconvénients, vous le verrez par la suite. Une autre façon qui est assez intéressante, plus pour le côté didactique, c'est de faire des tournois, où en fait, à chaque fois qu'on va faire une sélection, on va prendre un petit sous-ensemble de mutants, et parmi ces mutants, on les fait, on va dire, tournoyer entre eux, par exemple par un jeu d'échecs ou ce genre de truc, si on veut faire une IA. Et du coup, seul le gagnant du tournoi va pouvoir se reproduire avec les autres qui seront sélectionnés. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est rarement en fait la solution optimale, vu que c'est fortement aléatoire, en sachant que ça dépend comment on sélectionne le sous-ensemble initial. Si vous faites un tournoi qu'avec les pires mutants, vous aurez un des pires, vous n'aurez pas un des meilleurs. Du coup, après on peut mélanger plusieurs sélections, faire une sélection de Pareto, puis faire un tournoi parmi ceux-là. Après ça dépend du problème, certains peuvent s'adapter plus ou moins bien. Comment on calcule le score de fitness? Donc là, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut normaliser le score. Si vous avez par exemple un voyageur de commerce, c'est un problème relativement connu, où en fait le résultat de l'algorithme va donner une distance que le commercial aura à parcourir entre les villes. Cette distance, vous ne la connaissez pas a priori, sinon vous résolvez le problème tout de suite. Et du coup, elle peut être très grande ou devenir de plus en plus petite. Du coup, ce que vous pouvez vous dire, c'est il faut qu'elle soit le plus proche de 0. Comme en général, on fait quelque chose d'optimisation, on essaie de maximiser le profit ou le résultat, on fait simplement moins la distance parcourue. Comme ça, celui qui a la plus petite distance sera le plus proche de 0 et du coup le maximum. Donc ça, c'est déjà juste une petite idée pour standardiser, on va dire, les différents problèmes. Et après, la normalisation, c'est surtout de faire en sorte que ceux qui ont une distance, on va dire, de peut-être 30 km ou 31 km seront quasiment pareils et bien plus éloignés en termes de score que celui qui aura 120 ou 130 km derrière. Il faut arriver à normaliser pour bien séparer en fait les très bons des bons. Parce que juste avec des bons, on n'arrive pas forcément très loin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les meilleurs des meilleurs pour arriver plus facilement à une bonne solution. Après, ça peut se faire en plusieurs étapes. Vous verrez une démo où en fait, d'abord, on va dire le meilleur score, c'est celui qui arrive à atteindre l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, ça peut être un emplacement physique, il faut le faire avec le moins d'énergie possible. Par exemple, en termes d'essence, on veut minimiser l'essence consommée par une voiture. C'est bien d'arriver à un endroit, mais si on consomme 10 fois plus d'essence qu'une autre voiture,
c'est pas une bonne solution. Du coup, on fait en deux étapes. C'est-à-dire que le premier véhicule qui arrivera jusqu'à la destination, il aura un score nettement plus élevé que tous les autres. Et après, la course va se faire juste au niveau de l'essence consommée. Comme ça, justement, on a une version d'optimisation en plusieurs étapes. Après, un autre problème, c'est au niveau de si on a plusieurs objectifs à satisfaire en même temps. Par exemple, vous avez un sac à dos, vous devez prendre un poids qui est le plus proche de votre capacité maximale, mais avec une valeur de chaque objet au total la plus élevée. Du coup, on a deux contraintes en quelque sorte à satisfaire, et vous arrivez très souvent dans un équilibre de Pareto, comme vous pouvez voir sur l'image, où plusieurs solutions peuvent être optimales, et en tout cas ne sont pas, on va dire, dominantes par rapport aux autres, strictement dominantes. Du coup, là, la fonction de satisfaction va être très compliquée à gérer selon ce que vous voulez mettre en place comme critère. Est-ce que vous voulez à tout prix que le poids soit le plus élevé possible au sein du sac, ou est-ce que vous voulez la valeur la plus élevée, ou est-ce que vous voulez le carré entre les deux, la différence? Ça dépend après fortement du problème, mais c'est quelque chose à considérer. On va dire que c'est une partie théorique des plus importantes dans l'implémentation du problème. C'est vrai. Ouais. Le knapsack problème. Oui. Moi, je l'ai appris quand j'étais jeune. C'était avec la programmation dynamique qu'on avait à résoudre. C'est quoi la... Il y a un lien entre les deux ou pas? Après, non, c'est juste des méthodes différentes. Tu peux le faire en résolution de contraintes, tu peux le faire justement avec la programmation dynamique. Tu as énormément de possibilités différentes. Après, en termes de complexité, je pense que la programmation dynamique est parmi les meilleures, du moment que tu as une version du knapsack simple. Ouais. Si tu le fais un petit peu plus évolué, où tu prends pas un objet ou un autre, mais tu prends un nombre discret d'objets, ça devient un peu plus compliqué, puis tu as d'autres versions. Mais c'est un exemple d'utilisation possible des algos génétiques, c'est pas la version où il s'illumine le mieux, on va dire. Ok. Parce qu'il faut voir que les algos génétiques, de manière générale, merci pour la question, ils sont pas forcément la solution la plus optimale à chaque problème, mais ils permettent, sans connaître la version optimale, d'arriver à une solution bonne, voire très bonne. Et ça fait que si vous avez un problème dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants théoriques, on peut déjà, avec les algos génétiques, trouver une solution optimum. Ou proche de l'optimum, on va dire. Après, au niveau des schémas de reproduction, donc si on a un ensemble de gènes, comment on va faire le mélange entre le père et la mère, une fois qu'on les a sélectionnés les deux? On peut simplement couper en deux, prendre la partie de gauche du père, la partie de droite de la mère, et du coup on aurait deux enfants à ce niveau-là. On peut faire plusieurs coupes. Ça dépend fortement du problème. Pour le coup du knapsack, on a le souci que chaque élément, selon comment il est stocké au niveau des gènes, ça va donner quelque chose de complètement différent. On ne peut pas forcément le couper, parce que si on le coupe, après on dépasse le poids. Alors après, est-ce qu'on veut laisser l'algorithme dépasser le poids et du coup avoir une fonction de fitness moins l'infini, et puis du coup ça élimine automatiquement, mais que potentiellement il puisse être pris au niveau de certains gènes pour évoluer? C'est ce genre de considération qu'il faut avoir si on veut optimiser après plus loin. On peut mixer les gènes. Par exemple, on va dire un gène vaut 10 pour le père, vaut 12 pour la mère. On peut dire que l'enfant l'aura 11, ou alors 10, ou 12, selon comment on veut faire, ou la multiplication des deux. Ça dépend fortement du problème, c'est encore une fois. Du coup, c'est toujours deux parents donnent deux enfants. Non, tu peux aller plus loin, tu peux faire d'autres choses. Tu peux avoir des problèmes où tu n'as qu'un seul parent qui fait un truc bizarre. Mythos. Voilà, exactement. C'est vraiment le côté biologique. Ok. Tu peux être limité au côté biologique si tu veux à deux parents, mais tu peux très bien dire non, moi j'en prends 10. Voilà, 3, 10, 20. Tu peux prendre toute la génération, mélanger leurs gènes, mais dans ce cas-là, tu perds le côté, on va dire, diversité génétique. Entre autres. Ou après, on peut avoir quelque chose qui est vraiment spécifique au problème. Si vous avez trop de contraintes à satisfaire et que vous voulez à tout prix les satisfaire à chaque fois, l'enfant aura peut-être certaines caractéristiques du père, certaines de la mère, et le reste entre deux, il faudra les combler un peu comme on peut. Et on perdra un petit peu le côté purement génétique, mais on permet de résoudre quand même le problème. Après, il faut aussi savoir comment on encode les gènes. Si vous voyez par exemple une satisfaction de contrainte toute simple où c'est juste oui/non pour plusieurs possibilités, on peut imaginer l'application pour un jeu d'échecs où en fait on a une IA qu'on a développée. Est-ce que tu considères que perdre la reine est important ou non?
hop, c'est une feature, on l'active ou on l'active pas. Ou alors on peut dire, si tu perds la reine, combien tu perds de points. Et là du coup, on part sur une fonction avec une valeur. C'est juste en fait comment on encode les gènes pour savoir après comment les mutants vont évoluer. Comment ils vont se mélanger entre eux et ce genre de choses. On peut avoir des versions un peu plus compliquées, ça vous aurez aussi un exemple à la fin, c'est avec un arbre. Si vous voulez par exemple approximer une fonction, il faut créer la fonction. Du coup, à base de multiplication, d'addition, de variables, de constantes, on peut créer quasiment n'importe quelle fonction. Du coup, avec un arbre, on peut encoder les gènes. Un des problèmes avec cette approche, que j'ai rencontré assez facilement dans l'implémentation, c'est qu'au niveau de la reproduction entre deux arbres, quelles règles on va appliquer? Les arbres n'ont pas forcément la même hauteur, ils ne sont pas forcément équilibrés. Comment on gère ce genre de choses? Est-ce qu'on les normalise avant? Tout ce genre de questions, on peut se les poser, vous pouvez les voir après dans le repository du code, les différentes approches qui peuvent être appliquées. On peut arriver à quelque chose de compliqué, si on veut vraiment allouer, on va dire, toutes les possibilités, mais je pense qu'il faut se concentrer sur une ou deux méthodes. Par exemple, on peut se dire qu'ici, le plus, potentiellement avec une mutation, peut se transformer en fois, ou alors on peut le remplacer complètement par juste une constante. Et ce genre de mutation permet en fait d'élargir les possibilités de mutation. Ça, on va en parler juste après. Il faut savoir que l'espace des solutions, il faut qu'il ne soit pas trop, on va dire, réparti. Il faut que chaque solution puisse atteindre une autre solution de l'espace relativement facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ergodicité. Donc ça, c'est le mot-clé que vous pouvez apprendre pour ce soir, pour briller en société. C'est appliqué quasiment nulle part. C'est juste en fait pour déterminer que dans un espace de solution donné, si vous avez un mutant, si par quelques mutations il arrive à atteindre n'importe quel autre mutant possible de l'espace des solutions, alors vous pouvez dire que votre espace de solution est ergotique. Je vais vous montrer dans un des exemples qu'est-ce que ça signifie pour un problème qui n'est pas ergotique, ou en tout cas que l'implémentation ne l'est pas, à quel genre de problème on peut se confronter. Après, ça c'est plus pour parler de la mutation, enfin de la self-mutation. En gros, une fois qu'un enfant est créé, il faut qu'il se mute un tout petit peu. C'est juste histoire d'augmenter la diversité génétique. Donc ça peut être juste un pourcentage des gènes qui vont se faire muter. Si on prend par exemple l'encodage binaire, on peut dire qu'il y a 5% de chance qu'un gène passe de 0 à 1. Voilà pour une valeur, qu'elle soit doublée, divisée par 2. Et du coup, juste avec ça en plus, on va augmenter la diversité de la population et s'ouvrir plus de possibles en termes de solutions. On peut aussi demander que juste le nombre de mutations données soit fixe. Par exemple, si on a 50 gènes, on n'a pas envie de faire 5% pour chacun, on veut juste s'assurer qu'il y a entre 1 et 5 gènes qui soient mutés après une génération. Ça dépend encore une fois du problème. Alors après, comment on mute le gène, ça dépend du problème, ça dépend de l'encodage. On peut quasiment imaginer n'importe quoi. Pour l'arbre, on peut se dire qu'un plus devient un fois, qu'un 1 devient un 2, mais aussi qu'il devienne 1,1. Ou alors on fait une petite gaussienne dessus pour qu'il bouge pas trop ou potentiellement beaucoup. Après, ça dépend vraiment comment on veut faire évoluer l'algorithme pour le problème. Après, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de slides avant les démos. Ça, c'est juste encore un concept qui est relativement important dans quasiment tous les problèmes d'optimisation. C'est comment on répartit le temps et les ressources entre l'exploration et l'exploitation. En gros, pour reprendre l'image de l'aveugle, à quel moment il va se dire « cette colline-là, elle a l'air bonne, il faut que je l'exploite, que je monte au sommet » par rapport au fait de continuer à explorer et trouver potentiellement une meilleure colline. Donc ça dépend encore comment on met en place l'algorithme. J'ai une petite démo là-dessus pour bien expliquer. À un certain moment, si on fait que de l'exploration, ce sera quasiment que de l'aléatoire. Et si on fait que de l'exploitation, on trouvera une solution et on ne la fera pas évoluer vers quelque chose d'optimal. On a juste une solution locale. Après, ça c'est plus que vont vous montrer les démos. C'est l'absence de certains blocs. Qu'est-ce que ça change? Par exemple, si on fait que des mutations ou que de la génération aléatoire de mutants sans faire du tout de reproduction, de sélection, d'évaluation, c'est juste du brute force. On a de l'aléatoire. Si on fait que de la sélection et des mutations,
mais que du coup on fait pas de crossover. Donc on sélectionne des parents, mais on les fait pas se reproduire. On les reprend simplement pour la génération d'après, avec une petite mutation. Ça se rapproche en fait à lancer plusieurs aveugles dans la vallée, et chacun va essayer de trouver la colline la plus haute là où il est. C'est déjà mieux que lancer un seul aveugle, et c'est pas forcément encore la bonne solution. Donc voilà, on va commencer les démos. Donc vous verrez, c'est très visuel. Donc vous voyez, c'est du beau swing. Donc, on va pas l'augmenter trop. Donc là, je vous explique un petit peu le problème. Donc vous voyez ici, en rouge et en vert, une phrase. L'idée, c'est de reproduire un petit peu le théorème des singes savants, qui dit qu'en gros, si on met des singes dans une pièce, qu'on leur laisse une infinité de temps pour taper sur une machine à écrire, du coup de façon complètement aléatoire, vu que c'est quand même des singes, ils finiront par produire l'œuvre complète d'Hamlet, si on attend suffisamment longtemps. C'est aussi un peu la théorie des grands nombres et ce genre de choses. Ici, si vous voulez, c'est une sorte de mastermind très réduit. En gros, vous donnez une phrase, et l'adversaire va vous dire combien vous avez de lettres qui sont correctement placées. Et il vous dit que le nombre de lettres. Il vous dit pas lesquelles, il vous dit pas si vous avez des doublons, si elles sont mal placées ou ce genre de trucs. C'est juste le nombre de lettres bien placées. Pour la visualisation, j'ai mis en vert les lettres qui sont bien placées et en rouge celles qui sont fausses. L'algorithme n'a pas accès à cette information. C'est juste pour visuellement, pour que vous soyez plus conscient en fait, d'où il en est exactement. Là, dans cette première version, c'est juste une marche aléatoire. Donc, je le fais aller. Vous voyez, la ligne verte, c'est le meilleur mutant. La ligne grise, c'est la moyenne des scores de tous les mutants de la génération. Chaque génération, j'ai mis une centaine de mutants. Enfin, 100 pour être précis. C'est quelque chose dans la littérature, on retrouve la plupart du temps 100, 500, c'est dans ces eaux-là. Donc là, comme c'est une marche aléatoire, on peut y aller autant qu'on veut, ça ne va pas évoluer. Il faut savoir qu'ici, on est plus ou moins à du 17-18%, et au sommet de l'écran, c'est 100%, donc le total des lettres. Donc là, si je le fais aller beaucoup plus vite, vous allez voir en fait une marche aléatoire, il n'y a rien d'intéressant, mais il faut savoir que cette version de l'algorithme finira par trouver une solution. Comme l'histoire des singes savants. Comme vous voyez là, il y a très peu de chances qu'on arrive tout en haut de l'écran, mais cette chance existe. C'est important de le savoir pour les exemples qui vont suivre, vu que ce ne sera plus le cas. Et là, vous arrivez à estimer le nombre d'itérations qu'il faudra pour arriver C'est purement des probabilités là. Donc là, il y a 145 caractères, il y a 26 lettres, plus point, espace, virgule, un truc comme ça, donc on va dire 30 caractères. C'est des calculs de probabilité tout bête. Il n'y a pas du tout d'algogénétique là-dedans, c'est juste qu'on passe par les algogénétiques avec les mauvais blocs, on va dire, pour arriver à ce résultat. Mais si tu fais juste application du random, c'est pareil. La deuxième version, donc c'est vraiment itératif. Chaque bloc est rajouté, amélioré, pour vous montrer l'effet qu'ils ont chacun. Donc ici, on fait une sélection. Donc en gros, si on a un bon mutant, on va le garder. Mais c'est tout. Pas de mutation, pas de mutant aléatoire, pas de reproduction. Donc là, ça merde. Parce qu'en fait, on a une population de base, une centaine de mutants qui sont tous différents, vu qu'ils sont aléatoires, et à force de sélectionner à chaque génération sans rajouter de nouveaux mutants, on fait juste que sélectionner, et du coup, le mutant qui a la phrase que vous voyez en haut, il va juste être copié pour arriver au nombre de 100 par génération. Et au final, on a un problème, c'est qu'ils ont tous exactement les mêmes gènes. Donc à partir de là, on ne peut plus rien faire. Donc là, on peut le lancer, ça ne sert plus à rien. Le résultat pour lui, c'est 10% des lettres, et c'est tout. Donc c'est la même probabilité que le premier. Non, lui, il n'arrivera jamais à trouver la solution. Si, s'il arrive du premier coup. Ah oui, mais alors là, justement, si tu lances l'algorithme, si tu le résous pas après 100 générations, tu sais qu'il n'arrive pas, et du coup tu dois relancer. Dans ce genre de méta-lancement, oui, tu sais que tu dois relancer. L'autre, c'est juste qu'il trouvera tout seul. Là, tu dois faire un algo qui relance le programme à chaque fois. Donc lui, pardon ? Et il faut connaître la solution. Disons que lui, il la trouve. Enfin, si... Non, mais s'il faut un algorithme pour relancer à chaque fois, c'est qu'il faut déjà connaître la solution. Pas forcément, parce qu'en fait, l'algo va te dire, là, l'adversaire, il m'a dit, j'ai 10% des lettres qui sont bonnes. Du coup, tu sais que c'est ça qu'il a comme résultat au final. S'il arrive à 100%, tu sais qu'il a la solution.
C'est une petite subtilité là-dessus. Maintenant, on va rajouter du crossover. Donc une fois qu'on a sélectionné les bons mutants, on va les faire se reproduire entre eux. Donc juste, on coupe en deux les gènes, donc on coupe en deux la phrase, la partie de gauche vient du père, la partie de droite vient de la mère. Aussi simple que ça. Donc là, on voit que ça évolue un petit peu mieux. Et vous voyez que la diversité, donc en fait la quantité de gènes disponibles actuellement dans la génération, c'est en gros la différence entre le meilleur et le moins bon, en termes de fitness si vous voulez. Et vous voyez que ça évolue pas mal, mais il y a un petit souci. Là, je me permets de faire un petit exemple un petit peu limite niveau éthique, mais comme je suis valaisan, je me permets. Vous imaginez un village du Haut-Valais, je suis quand même pas foutu du Bas-Valais, donc voilà. Donc un village du Haut-Valais, avec les frontières du village fermées, de la reproduction dans le village qui ne bouge jamais. Au bout d'un moment, vous n'avez plus de diversité du tout en termes de gènes. Et du coup, vous arrivez à une solution qui est meilleure, on va dire, que celle qui fait que de la sélection. Mais s'il n'y a pas de gène nouveau qui est rajouté dans la solution, au final, vous êtes bloqué. Oh, s'ils arrivent à 100%, c'est bien. Voilà, encore une fois, il faut du bol au début, que tu génères en fait les bons mutants au tout début, et ça dépend que de ça en fait. Du coup, c'est une sorte de marché aléatoire encore une fois. Donc là, je peux quitter celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend ce même village, et chaque génération, on rajoute des inconnus qui immigrent en fait dans le village, et du coup qui apportent un peu de sang neuf. Donc là, on repart un peu pareil. Les nouveaux immigrants sont très faibles. En fait, on met 2 ou 3 immigrants, enfin donc nouveaux mutants aléatoires dans cette population par génération. Donc ça en fait pas beaucoup. Là, tu rajoutes des mutants ou tu fais une mutation en fait sur l'enfant? Non, en fait, on fait la sélection. Ouais. On les fait se reproduire et eux vont nous produire 97 ou 98 mutants. Et on rajoute 3 ou 2 nouveaux mutants. Eux, ils sont complètement aléatoires, ils n'ont rien à voir avec les parents d'avant. Donc là, vous voyez, la petite pique en rouge, c'est juste qu'il y a eu un nouveau mutant aléatoire qui était beaucoup plus mauvais que les autres. Et vous voyez qu'il y a certaines fois des pics. Là, on peut se dire, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ce nouveau mutant, il apporte rien. Sauf qu'en fait, avec un peu de chance, ce nouveau mutant, il apporte des gènes qui manquaient. Par exemple, un V qui manque ici, que la population de base n'avait pas. Et du coup, lui, avec ce V en plus, bah, il a une chance d'être sélectionné. Mais le problème, c'est que s'il n'a pas de chance au niveau de la sélection, il va juste se faire évincer. Si c'est un mutant qui arrive qu'avec le V et tout le reste qu'il faut, il sera pourri. Et t'as une mesure là de la durée de vie de tes mutants en termes de génération, là, où ils seront tous éradiqués Ah, ça, à chaque génération, on éradique les parents. Là, ouais, en fait, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait des gènes d'un mutant, enfin, est-ce que ça arrive qu'il y en ait qui perdurent, ou est-ce que là, en gros, tu tires au pif à te jusqu'à dire, ce que en tu trouves termes une de bonne gènes solution? purs. En fait, les gènes qu'il y avait au début, Bah, quelles sont les quand je chances dis- qu'ils restent, en fait? Quand je dis qu'ils survivent, c'est qu'il y ait des descendants à eux qui survivent. Ça, tu peux faire des calculs derrière, ça dépend après des caractéristiques que tu mets au terme de probabilité. Comment tu sélectionnes les mutants. Les fois où j'avais joué avec ça, le truc c'est que si t'injectes des trucs aléatoires, à moins d'avoir un gros coup de bol, ils sont pas fit du tout, résultat ils sont éradiqués. Exactement, c'est pour ça qu'en fait, tu vois que c'est très rare d'avoir une courbe rouge qui permet de faire évoluer. Et en fait, en lançant beaucoup plus vite, on va voir que ça monte. Parce qu'en fait, c'est juste un coup de bol, à une génération donnée, il y a un nouveau mutant qui arrive, qui a plus de gènes qui sont bons que les premiers. Alors là, en fait, ça revient au même que de faire une sorte de recherche aléatoire, mais un petit peu améliorée. Mais plus tu converges et plus ça va être dur pour les. Exactement. Donc là, en fait, on se base quasiment que sur l'aléatoire pour avancer, mais contrairement aux solutions précédentes, lui arrivera à trouver une solution. Grandement par le fait que ce soit aléatoire. C'est pas vraiment ce qu'on veut, parce que si c'est pour faire ça, autant lancer des mutants aléatoires depuis le début, et voilà. Donc vous voyez, en fait, ça a très bien évolué au début, enfin très bien entre guillemets, et là ça stagne. Parce que plus on va avancer vers la fin, plus il aura de. Enfin, moins il aura de chance d'arriver avec un meilleur ensemble de gènes. Ouais, et puis les marches, là, on n'est pas sûr du tout que ce soit les mutants, t'as peut-être du bol sur tes crossovers. Quoi. Non, parce que les crossovers, en fait, c'est la ligne qui est fixe, qui est droite. Ah d'accord, c'est le comparatif, t'es Ouais. sur la séquence aléatoire, elle est fixée. Oui, Genre, je l'avais. moi j'ai mis une OCID pour éviter d'avoir pendant la démo des trucs que je veux pas du tout montrer ou des trucs comme ça. Donc,
Comme ça, je suis plus au courant de ce qui se passe. Donc là, en gros, pendant qu'on a une zone qui est complètement plate, ça veut juste dire que les nouveaux qui sont arrivés n'ont rien apporté à l'ensemble de la génération. Donc celui-là, on pourrait le garder de côté. Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est qu'en fait, après la génération des enfants, donc après la reproduction, on leur permet de faire un petit peu de mutation. Donc c'est l'histoire des 2 ou 3% de gènes qui vont muter automatiquement, enfin eux-mêmes, sans apport extérieur, tout en gardant les mêmes caractéristiques du problème qu'on avait avant. Donc là, on voit que c'est quasiment similaire à la version d'avant, sauf qu'on voit qu'en termes de diversité génétique, on garde une certaine diversité. Ça, c'est comme si vous imaginez, vous n'avez pas exactement les mêmes gènes que vos deux parents, il y a des petites mutations qui s'effectuent dans la nature. Très faibles, mais il y en a quand même. De là à dire qu'un enfant qui a des yeux bleus et les deux parents qui n'ont pas les yeux bleus, c'est pas forcément leur enfant, il y a un pas à franchir. Mais il faut savoir que dans la nature, ça se fait aussi, des petites mutations. C'est comme ça qu'on va dire que le genre humain évolue de manière générale. C'est par petites mutations de hasard, on va dire, qui font que l'enfant est plus adapté que les parents, du coup se reproduira peut-être plus facilement que ses congénères, et du coup aura plus de chances de faire perdurer ses gènes. Donc là on voit que ça évolue gentiment vers du 70-80% de correct, donc si on prend toujours le meilleur, mais ça stagne quand même. Et il faut savoir que ça c'est quand même un problème relativement petit. Il n'y a que 150 caractères, une trentaine de possibilités à chaque fois. Donc là, je vais le faire aller juste un petit peu plus vite. Le play stop, c'est juste en fait qu'il fait par tranche de 50 plutôt que d'aller à chaque itération montrer le résultat. Et on voit qu'en fait, il y a un petit souci, c'est que le meilleur mutant, il mute. Donc après la reproduction entre le meilleur parent et peut-être le deuxième meilleur parent, l'enfant est une mutation des deux. Et du coup, on ne garde pas la meilleure information génétique qu'on a actuellement. Ce qui est un peu dommage. Du coup, pour remédier à ça, à chaque génération, le meilleur des mutants de la génération actuelle, on va lui dire qu'on fait boire une potion de jouvence ou quelque chose comme ça, et il survit pour la génération d'après. Il faut rester imagé pour garder tout le monde éveillé, on va dire. Donc là, ça va être complètement différent de celle d'avant, où ici vous voyez une courbe en ciseaux, enfin une droite en ciseaux, alors que là, c'est vraiment un escalier. Parce que le meilleur mutant reste, quoi qu'il arrive. Si on trouve un meilleur mutant, l'escalier monte. Sinon, on reste au moins à la version du meilleur mutant. Il faut imaginer ça dans une vraie application donc, que vous employez tous les jours. Vous n'avez pas envie que plus vous laissez tourner, moins vous avez de chance de récupérer le meilleur mutant que vous aviez avant. Vous voulez que votre solution ne fasse que évoluer en bien. Du coup, c'est un petit trick qu'on rajoute dans l'implémentation, qui est très simple à mettre en place, et qui permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de user experience. Vous voyez par contre que la moyenne peut diminuer. Il suffit qu'on n'a pas de chance dans une génération donnée que les mutations des enfants se fassent mal, entre guillemets, on perd un petit peu. Mais on garde l'information génétique du parent le plus adapté. Donc là vous voyez, ça évolue, et c'est notre premier algorithme qui finit, qui a le 100%, après en l'occurrence 2600 générations. Chaque fois 100 mutants, ça fait 260 000 mutants qui ont été créés pour arriver à la solution. Donc c'est déjà mieux que la marche aléatoire, vu qu'ici on était à quelques millions de mutants et on n'avait toujours rien trouvé de bien. Donc lui c'est notre meilleure version jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est comment on peut optimiser en fait celui-ci. Donc là, la sélection se faisait avec la roulette. On prend le poids, la probabilité d'être sélectionné juste par rapport à leur score de fitness au sein du problème. Maintenant, on passe sur du Pareto. Donc là, on va prendre le 80% du temps, on prend juste parmi le top 20, enfin le top 20%, donc en l'occurrence comme il y a un accent, top 20 des mutants. Et là, on va voir que l'évolution est beaucoup plus rapide. Et là, on arrive juste en 150 générations. Est-ce que c'est juste lié à la graine que j'ai employée pour la génération aléatoire? Ça impacte un petit peu, mais de manière générale, pour ce problème donné, la sélection par Pareto est plus optimum. Donc ça, en fait, si vous voulez, vous avez des outils à disposition, vous avez un problème donné, vous essayez avec, on va dire, une sélection aléatoire d'outils de blocs, vous arrivez à une solution, et après vous essayez de switcher certains blocs pour voir si vous avez quelque chose qui s'améliore. En gros, ça c'est un peu le process que j'ai suivi pour implémenter ces démos, c'est quelle nouvelle sélection permet d'améliorer la rapidité de convergence de l'algorithme.
Donc ouais, celui-là on peut le garder aussi. Et là, on va changer la méthode de reproduction. Plutôt que de couper en deux la phrase, on va dire chaque gène a une chance de provenir soit du parent, enfin soit du père, soit de la mère. Et là, on voit que la convergence est quasiment comme celui d'avant, on y gagne un tout petit peu. Il y a de fortes chances que si on lance avec 100 graines différentes pour le moteur aléatoire, qu'on arrive à quelque chose de peut-être 5% meilleur, 10% plus faible. Ça va voir justement sur des grands nombres. C'est juste pour vous montrer deux manières différentes qui arrivent sur des éléments peut-être semblables pour certaines fois, certaines solutions, mais pour d'autres versions qui font un gain relativement conséquent, comme la différence entre une sélection par Pareto ou une sélection juste par roulette. Donc là, on a un facteur de 10 quand même. Est-ce que vous avez des questions sur cette démo-ci? Dans la sélection par Pareto, tu dis 80% du temps, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire sur 100 itérations ou bien Non, chaque c'est itération, quand on il doit faut- sélectionner un mutant. Ok. Donc pour une génération donnée, on va sélectionner, je pense, une centaine de mutants. Enfin, 200 en fait pour la reproduction. Tu dois sélectionner 200 mutants. Ça peut être plusieurs fois le même. Et en fait, à chaque fois que tu sélectionnes, tu lances un dé, Ok. enfin un dé 100 Avec 80%, tu Voilà, peux c'est pas bon. enlever 20. par sélection. Maintenant, en fait, on va reprendre ce même problème, sauf que comme vous le voyez, la phrase est beaucoup plus longue. Et en plus, plutôt que de prendre que des lettres lowercase minuscules, on prend des majuscules, des minuscules, beaucoup plus de ponctuation, des accents, on arrive à une soixantaine ou septantaine de caractères au total. La phrase est beaucoup plus grande, donc en termes de complexité, vous allez voir que le problème est différent, et ça va bien montrer à quel point une solution donnée peut être optimale pour un tout petit ensemble, et du coup vous n'avez pas besoin de faire évoluer plus loin si c'est ce genre de problème que vous rencontrez en vrai, mais si c'est un problème plus complexe que vous rencontrez habituellement, ça peut poser des soucis. Donc là vous voyez, il a beaucoup plus de peine à converger. C'est là qu'on voit le côté, plus on se rapproche d'une solution optimale, plus il a de peine à trouver les bons gènes à évoluer correctement, parce qu'il faut savoir que lui ne sait pas lesquels sont bons, donc à chaque génération, il reprend aléatoirement certains gènes et qui fait muter gentiment, et du coup, on voit qu'il a beaucoup plus de peine à converger. Mais il convergera au bout d'un moment. Là, vous voyez, il est quasiment bloqué à 80%. Si on laisse tourner 30 minutes, il va peut-être trouver un nouveau mutant par le biais de petites mutations comme là, et ça débloque la situation, il va continuer à progresser. Mais ça va devenir de plus en plus rare, ça ne m'étonnerait pas que celui-là finisse peut-être en 10-15 minutes, quelque chose comme ça. Ce qui est toujours mieux que l'aléatoire. Mais, dans ce genre de contexte, c'est là où on fait la différence entre... Pardon? Ah, vas-y. Tu peux regarder les gènes qui survivent, enfin les lettres qui survivent. Mais toi, tu le sais pas. Tu les connais pas? L'algorithme, Ah oui, c'est c'est juste vrai, que dans c'est sa pas- phrase, il y a 70 lettres qui sont bonnes. Il ne sait pas lesquelles c'est. C'est là tout l'intérêt. Parce que sinon, tu prends un algorithme beaucoup plus simple. Enfin, voilà. Tu peux te dire, tu commences avec A partout, tu changes un gène à chaque fois, puis tu essaies de switcher. On va dire que ça, c'est l'algo le plus optimisé. Mais si tu n'es pas au courant de ça, tu emploies un algo génétique et il te résout le problème. En gros, c'est ça un peu l'idée. Dans la deuxième version ici, on va employer justement le concept d'exploration vs exploitation. C'est en employant le momentum. Je sais pas comment on peut l'appeler autrement, moi je l'appelais comme ça, j'ai pas vraiment trouvé d'éléments dans la théorie qui en parlent. C'est de se dire en fait qu'au bout d'un moment, la solution qu'on a trouvée n'évolue que très peu. C'est une sorte de stabilité, d'où le côté inertie, momentum de l'algorithme. Vous voyez ici par exemple, l'inertie pendant cette période-là est très grande. Elle est même de 100%. La solution n'évolue plus. C'est seulement après peut-être 1000 ou 10 000 générations qui retrouvent une solution un peu plus optimum. Du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que si on arrive dans une situation où l'inertie est très grande, on fait d'autres opérations en plus. Plus de mutations, plus d'aléatoires, selon le problème, on peut faire évoluer. Et on voit par exemple, donc là, il y a une courbe en plus, c'est l'inertie, et vous voyez qu'elle est très haute, enfin, on va dire le momentum est à 100%, donc ça continue de bouger tout le temps, parce qu'au début, il trouve une solution chaque une ou deux générations, une solution plus optimale, on va dire. Donc là, on peut le faire évoluer un peu plus vite. Vous voyez, par exemple, là, il y a un creux, le momentum redescend, donc l'inertie est plus grande pour trouver une nouvelle solution, et là, on rentre dans, on va dire, la phase plus exploitation. On sait qu'on a une solution qui a l'air pas mal, on va l'exploiter un peu plus. Donc là, ce que j'ai mis en place, c'est beaucoup plus de self-mutation
sur le meilleur. Donc on prend le meilleur, on le fait muter juste lui avec lui-même, un peu le côté reproduction un peu bizarre, et du coup on a plus de chances d'avoir des gènes qui restent des bons gènes, mais en gardant la diversité, en gardant les autres. Donc c'est pas du 100% on part du meilleur, c'est peut-être du 50 ou 30% des nouveaux mutants sont générés à partir du meilleur. Donc là, si on fait évoluer un peu plus vite, on voit que ça évolue beaucoup mieux que la version d'avant, et lui, il finit par trouver le 100%. Il a un petit peu plus de mal à la fin, mais il finit par trouver beaucoup plus rapidement que la version sans prendre en compte en fait l'inertie. Donc là, vous êtes en train de voir, il trouve quasiment toutes les lettres, mais pas toutes. Ça, c'est juste une explication probabiliste, enfin de probabilité derrière. Il l'a trouvé voilà, en 44 000 générations. Il faut savoir que s'il reste que 1 ou 2 gènes à changer dans la phrase, lui il n'est pas au courant desquels se trouvent être les mauvais. Du coup, il faut se dire que c'est, je ne sais plus combien il y a de lettres, 300, quelque chose comme ça, il y a un gène sur 300 à changer. Si il mute dans la bonne direction, donc ce gène-là a changé, potentiellement, il en mute d'autres en même temps. S'il en mute n'importe quel autre, c'est plus optimal. S'il le mute pas vers la bonne lettre, c'est pas optimal non plus. Donc en fait, plus on se rapproche de l'optimum, moins on a de chance d'évoluer correctement, à cause de ce problème. C'est vu la structure du problème. Donc, une approche différente qu'on peut faire, c'est de se dire, quand on veut employer l'inertie, on l'emploie en lui disant, tu ne mutes qu'une lettre à la fois. Comme ça, certes, au tout début, quand on était dans la phase un peu plate à 60%, il évoluera peut-être moins lentement, enfin plus lentement, mais avec une version où il évolue un gène à la fois, il arrivera à converger plus rapidement. Donc là, vous voyez, les courbes sont quasiment les mêmes. Je vais juste plus vite, pour ça que vous voyez un peu moins de détails. Et là, vous voyez qu'en fait, même en approchant des 100%, il reste... C'est un peu trop long, il reste quand même avec une bonne progression. Et du coup, là, il le trouve en 2000 générations plutôt que 44 000. Et pourtant, la différence en termes d'implémentation est toute bête. Plutôt que de muter entre 1 et 4 gènes, on n'en mute qu'un seul à la fois. On peut se dire, pour aller plus loin, tant que l'inertie est encore à un certain niveau, tu en mutes 5 ou 6 pour faire évoluer rapidement, et quand tu restes stagnant trop longtemps, tu en mutes plus qu'un. C'était une évolution possible. C'était ta question ? Non, c'est ce que j'avais proposé. C'est parfait. Ça, justement, ça peut être la version 13 que tu peux proposer J'aurais- sur le repository. Enfin, j'allais dire une courbe à variation variable, parce qu'au début, tu te permets beaucoup de variations, Ouais. et plus t'arrives. Je pense à un truc plus. Alors, parce que- justement, si tu regardes en fait la structure de la courbe, c'est en fait une exponentielle descendante. Ouais. À chaque fois, je lui retire 10% pour éviter qu'elle descende trop rapidement. Ouais. Et en plus, s'il y a une trop forte progression, ça va pénaliser l'inertie suivante. C'est-à-dire en fait, si tu passes de 60% à 70% d'un coup, la prochaine fois que tu passes de 70 à 71, l'inertie va quasiment pas changer, il va rester en bas. Pour justement permettre à l'optimisation locale d'être plus effective. Ça après, ça dépend fortement des problèmes. Certains problèmes qui ont moins ce côté, en fait, on ne connaît pas grand-chose, il y a peut-être moins besoin de ce genre de truc. Après, c'est fortement dépendant du problème. Mais, comme vous pouvez le voir, en fait, la version juste qui marche est relativement facile à mettre en place. Si vous avez un problème plus complexe, vous voulez l'optimiser, il suffit d'employer, on va dire, des techniques un petit peu plus avancées. Si vous n'avez pas d'autres questions sur celui-là, je passe à la démo suivante. Donc ça, c'est celui en fait qui m'a motivé à la base à faire un peu ces algos, parce que initialement, ce qui m'intéressait, c'était de faire des concours sur Coding Game. Je ne sais pas si vous connaissez le site. En gros, ils vous proposent des challenges, des sortes de concours d'IA contre d'autres personnes, et très souvent, les gens qui gagnaient expliquaient qu'ils employaient des algos génétiques. Du coup, moi je voulais participer, je me suis dit ça peut être intéressant, du coup je me fais une petite lib pour les algos génétiques, et au final c'était tellement intéressant que j'ai bazardé le côté Coding Game. Mais c'était l'idée à la base de trouver des fonctions qui me permettent, sans connaître la fonction initialement, d'avoir des bonnes approximations, que ce soit des évaluations, quand on fait des robots, ce genre de trucs. On lui pose juste un problème, et il nous trouve la solution. Donc en gros ici, vous avez en rouge la fonction cible, donc que l'algo ne connaît pas, et à l'algo, on lui donne juste une cinquantaine de points sur la courbe, donc on lui donne une cinquantaine de x, et lui nous donne une version, enfin sa version à lui du y, donc le calcul de sa fonction, et on lui retourne l'erreur en fait qu'il avait fait. En l'occurrence le carré de l'erreur, le somme des carrés des erreurs
pour les différents points. Vous voyez en vert la fonction la plus optimale actuellement trouvée, et en gris tous les mutants de la génération. Plus ils sont clairs, plus ils sont éloignés de la solution optimale. Donc là, c'est juste pour montrer une marche aléatoire. Vous voyez que le vert, il est quand même relativement loin. Il faut savoir que l'encodage des gènes pour ce problème-ci, c'est un arbre. Donc là, la fonction, ça doit être un truc x carré plus quelque chose, et l'algo va essayer de produire cette fonction par le biais d'addition, de soustraction, de multiplication, de constantes, de variables au sein d'un arbre. Donc là, il y a peut-être des mutants complètement débiles qui vont faire du x8 moins x7 quelque chose, et du coup qui n'arriveront jamais à une bonne solution. Vous voyez par exemple ceux qui sont très pointus ici, ils ont une erreur qui est quasiment infinie, par leur structure même. Et du coup, ceux-là, ils seront juste annulés pour la prochaine étape. Donc là, on reprend l'ensemble des blocs. Je disais pour la reproduction, comment tu as résolu le problème? Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait pas vraiment faire, j'ai pris quasiment toutes les techniques que je pouvais faire, et j'ai mis juste des pondérations dessus. Quand tu mutes un père et une mère, tu as 20% de chance de prendre une branche complète de la mère, le mettre dans le père, ou alors tu as 30% de chance de prendre en fait un élément et de le mélanger avec ceux de la mère, d'additionner les constantes entre les deux, de muter les variables entre deux. Enfin, le code là est beaucoup plus fouillis, vu que j'ai mis en fait l'ensemble des possibilités que j'ai trouvées avec un certain ratio. Là, l'idée en fait, c'est que si j'ai du temps que je passe un peu plus là-dessus, c'est d'utiliser un algo génétique pour déterminer quel ratio les générations doivent être mutées. Ça, c'est un des points, je vous en parle tout à la fin de la présentation. Méta-algo. Exactement. Ouais, tu connais parce que tu vas plus loin, il y a les histoires où tu fais muter le code. C'est un des points. Il n'y a pas de démonstration, mais c'est un petit point justement que je peux vous en parler. Donc là, en gros, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre play, il est trop rapide dessus. Donc là, en fait, on réemploie les mêmes possibilités qui étaient offertes par l'algo qu'on avait trouvé avec les citations, enfin l'histoire des phrases. Donc on emploie le momentum, les différentes sélections qu'on a mis en place avant, mais pas le Pareto. Ça c'est juste un petit exemple que je vous fais après. Donc là vous voyez que la fonction verte, cette fois elle n'est pas de 0 à 1, mais elle est de moins l'infini à 0. 0 étant il n'y a plus d'erreur. Et là vous voyez qu'actuellement c'est moins 250 000, et ça va gentiment converger vers quelque chose de plus proche de 0. Et vous voyez que la fonction verte est quasiment similaire à la fonction rouge. Là vous pouvez vous dire en temps réel, on a quelque chose d'approximatif très rapidement. Du coup, si vous avez besoin de savoir comment je calcule la gravité, la force qu'il faut pour envoyer une balle avec la gravité, le vent, le frottement, vous donnez toutes les variables, toutes les constantes, l'algo va vous trouver la formule physique derrière. C'est ça un peu l'idée en fait derrière ce problème. En sachant que vous lui donnez derrière, est-ce que tu as réussi à lancer la balle dans la cible, ce genre de truc. S'il n'a pas cette info. Une régression, mais en plus, il trouve le type de régression. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une bête exponentielle ou un truc comme ça, c'est il va chercher plus loin. Donc ça c'est la version on va dire de base. Là maintenant, on change la méthode de sélection, on prend du Pareto. Et là vous allez voir, ça converge beaucoup plus rapidement. Donc là vous voyez, lui après 650 générations était à moins 2500, là on est à moins 160, après seulement 150 générations. Parce qu'il faut savoir que Pareto ici a un avantage énorme, c'est qu'il casse la distribution des erreurs. Si vous voyez en fait celui-ci, vous voyez que le gros des fonctions sont très proches de la fonction cible. Mais le problème, c'est qu'il y a 2-3 mutants complètement bizarres qui vont produire une erreur tellement grande qu'ils vont fausser en fait la plupart des autres résultats. Et du coup, comme on fait une normalisation sur la distribution des erreurs, ça fait que quasiment tous ceux qui sont ici, et je vais même pas trop loin avec la souris, c'est vraiment énorme, à cause de ces deux mutants ici, ils auront un score entre 0 et 1 très proche de 1. Et du coup, autant de chances d'être sélectionnés. Ça fait qu'en fait, l'algo, il va peut-être prendre un des mutants qui se trouve ici, le muter avec un de ceux-là, en croyant que c'est parmi les meilleurs. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est là l'intérêt de Pareto, il va prendre 80% mutants, certains qui seront vraiment dans la bonne zone. Parce que eux, même s'ils ont 0,99 et 0,98, ils ont plus de chances d'être pris, et largement plus de chances, les 80%, qu'un qui a que 0,95. Une fois normalisé donc. Et petite augmentation en fait de la sélection, c'est qu'ici, plutôt que de juste faire Pareto, on fait Pareto,
Et parmi les 20%, on sélectionne de manière pondérée à leur score au cube, pour bien casser encore la distribution encore en plus, et pour arriver à une convergence encore plus grande. Donc là, vous voyez, après 250, il a plus ou moins les mêmes scores que le Pareto normal, on va dire, voire un peu moins bon. Mais si on le lance beaucoup plus longtemps, il sera quasiment plus optimal, parce que lui, il a vraiment de la peine à trouver les bonnes dernières itérations pour arriver au final, on va dire. Mais là, encore une fois, ça dépend fortement de ce que vous voulez en faire. Si c'est pour donner la fonction estimée à un utilisateur et puis lui dire « Regarde, tu peux calculer ton truc avec ça », même une erreur à moins 1000 sera largement suffisante. Parce que selon comment vous calculez, qu'est-ce que vous employez derrière, une erreur très faible suffira, vu que c'est une approximation. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes sur une centrale nucléaire et que vous voulez à tout prix le truc au millième de gramme près, mieux vaut attendre un petit peu plus longtemps. Puis là, vous voyez justement, lui, après un certain montant d'itération, il arrive quasiment à du zéro. Et lui, à ce niveau-là, c'est juste une erreur d'arrondi, parce qu'il faut savoir que c'est 50 points. 50 points, on prend la différence au carré, et du coup, c'est la somme de ces carrés. Donc il suffit qu'il y ait un point qui a une décimale qui change, et du coup, il arrive à un score énorme. L'avantage, c'est que t'es une centrale nucléaire et que tu laisses un peu d'erreur, c'est que t'as plus de mutations. Ça reste dans le thème, exactement. Des questions sur l'approximation de fonction? J'ai une question qui je ne sais pas si tu as envie, mais est-ce que ce genre d'algo, ça ferait du sens en cryptanalyse, typiquement pour des attaques à clair connu, ce genre de choses, ou ça fait aucun sens? Alors, j'ai pas réfléchi à ce côté-là, j'ai jamais vu de littérature en tout cas là-dessus. Je sais pas si ça peut être utilisé. Je pense que t'as plus le côté random qui va servir à quelque chose qu'autre chose. Le côté vraiment intelligence derrière, plus de peine. Peut-être. Comme des algos simples, ça marche, puis qu'on essaie d'évaluer une chance. Ouais, je pense que là c'est plus un domaine pour le machine learning orienté au réseau de neurones. Parce qu'en fait, l'algorithmique est plus générique, alors que le réseau de neurones est plus sur la reconnaissance. Par exemple, si tu as un texte clair et que tu sais que c'est des mots, l'algogénétique va pas forcément savoir que c'est des mots, alors que le réseau de neurones, tu peux l'entraîner et lui dire ça c'est des mots. À clair connu. Le problème, Tu as une clé, non? le problème, c'est que c'est qu'il te faut une forme de continuité en fait si tu veux pouvoir espérer que disons que par exemple deux parents pas mal vont te donner ont une chance de te donner un enfant qui sera un peu meilleur que tes solutions temporaires. En cryptanalyse, le problème c'est que tu changes un bit et ça change tout quoi. C'est censé être super chaotique et super les fonctions elles sont choisies justement pour être comment dire, le moins régulière possible quoi. Puis disons que même des algos comme ça ne vont pas te permettre de reproduire certaines attaques, comme les trucs qu'il y a eu sur Shannon One ou ce genre de trucs. Les collisions, c'est pas un algo comme ça qui va te les trouver, on va dire. C'est vraiment trop. C'est du bruit en fait pour l'algo. Parce que lui derrière, tant qu'il n'a pas la solution parfaite, le score c'est 0. Et la solution parfaite ce sera 1, mais c'est juste l'aléatoire jusqu'à ce qu'il le trouve. Parce que t'as pas de solution en fait intermédiaire. C'est ça le souci. À moins que maintenant ce soit comme l'encodage, le chiffrage des mots de passe dans Windows à l'époque où il le coupait en deux, genre les 6 premiers caractères, 8 premiers caractères, là tu peux avoir quelque chose déjà qui évolue un petit peu. Mais sinon t'as pas de résultat intermédiaire et du coup t'as pas grand intérêt d'utiliser les algos génétiques là-dessus. Si tu trouves autre chose, dis-moi, y a pas de souci. Je serais très intéressé par le truc. Question stupide. Là, du coup, je vous propose un problème très connu, le voyageur de commerce. Donc, il doit passer dans un ensemble de villes, idéalement en consommant le moins de temps ou d'essence. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu l'évolution de comment il peut trouver les différentes possibilités. Là, vous voyez que le momentum, il est tout en bas, il ne trouve plus rien. Alors qu'on sait visuellement, dès qu'il y a un croisement, c'est pas optimum. Donc on peut continuer à chercher. Donc là, il peut chercher. Je vais mettre en play parce que ça prend un petit peu plus de temps. Vous voyez qu'il fait plein de tentatives. Le truc que vous allez voir là, c'est surtout que certains mutants sont complètement différents que les autres. Ils vont vous proposer par exemple là un chemin limite en escargot, alors qu'il y en a peut-être un qui va vous proposer une sorte de U. Parce que le changement est complètement, le trajet est complètement différent. Et c'est là où en fait on voit un peu le côté, l'ergodicité de la solution. Dépend comment on l'encode. Un mutant donné n'arrivera pas à muter vers un autre mutant. Et du coup,
on n'a pas l'espace des solutions complet qui peut être atteignable facilement. Et en disant facilement, ça veut dire s'il faut qu'un mutant mute 17 fois pour arriver à un autre mutant qui lui est la solution optimum, il faut savoir que si les 17 itérations entre temps, il n'est pas suffisamment chanceux pour être sélectionné pour être reproduit, du coup, on perd cette information. Du coup, c'est pour ça que plus ils sont proches, plus les solutions sont toutes accessibles les unes entre elles, qu'on a quelque chose qui converge plus rapidement. Donc là, vous voyez, avec les méthodes qui étaient utilisées avant, on peut le laisser tourner un bon moment, il ne trouvera pas forcément mieux que celle à 450 km de distance totale. Là, par contre, on sait qu'il n'arrivera pas à 0, parce que 0, il doit parcourir un chemin. Donc là, c'est aussi un peu le côté, on ne sait pas comment vraiment normaliser cette méthode. Parce que la différence entre lui, qui est le meilleur, et puis le moins bon, qui lui va parcourir quasiment aléatoirement les différentes villes, la distance peut être au cube, x 10, x 1000, ça dépend du problème, de la chance qu'on a sur le pire, on n'a pas de range à ce niveau-là, on sait juste que c'est inférieur à 0 dans ce cas-ci. Du coup, c'est aussi 2-3 petits soucis de normalisation qu'il faut faire sur les données. Donc celui-là, je peux l'arrêter, ça va pas servir à grand-chose de continuer. Et là, en réemployant certaines notions qu'on a vues avant, on peut avoir un autre qui va prendre plus en compte, par exemple, l'inertie. Et vous voyez là, chaque fois que l'inertie descend trop, on redonne un petit coup de mutation interne au meilleur et on relance la machine. Donc là, on voit bien l'impact du momentum sur la convergence de l'algo. Et lui, par exemple, il va trouver une solution déjà meilleure après 7000 plutôt que 170 000, juste grâce à ces petites aides qu'il a eues au fur et à mesure. Et vous voyez que de manière générale, la solution ne ressemble pas du tout à l'autre. Et pourtant, c'est deux solutions qui sont quasiment les mêmes, à 4 km près. Donc là, il faut se dire, si vous envoyez votre commercial sur la route, donc en vrai, vous lui dites, ok, alors tu commences à la ville U. Puis vous laissez tourner l'algo, puis, ah, bon, là, il m'a trouvé une solution qui ressemble. Bon, on va prendre de l'autre côté. Tu commences à T. Puis l'algo tourne. Bon, la prochaine ville que tu dois faire, c'est P. Sauf que si l'algo, entre-temps, il me donne une autre version, puis, ah, en fait, tu devais commencer à U. Et du coup, l'algo change complètement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La deuxième solution à droite que vous voyez là, elle est meilleure, elle est optimale, plus optimale que la première, mais est-ce que vous la donnez à l'utilisateur? Est-ce qu'il a un intérêt de changer complètement ses plans pour gagner 4 km sur 400? Ça vaut pas la peine. Ça fait une charge cognitive supplémentaire, ça fait de la paperasse en plus, des emails, des téléphones. Le coût que ça a derrière, vous le regardez en termes de pétrole, c'est inutile. Ça sert à rien de se faire chier. Du coup, il faut aussi prendre ça en compte. Est-ce qu'une nouvelle version, une nouvelle solution qui est meilleure, purement meilleure, est-ce qu'elle vaut la peine d'être utilisée? Alors là, après, certains, ils mettent en place certains algos pour calculer la différence en termes de solution entre la première et la deuxième. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Est-ce que la ville de départ est la même? Est-ce que c'est juste, par exemple, passer de A à B, l'autre solution propose de passer de A à K? Peut-être que juste ce changement-là fait gagner 2 km, mais au gars, ça lui change quasiment rien. C'est juste un petit mail, ouais, plutôt que d'aller à Lausanne, tu vas à Genève d'abord. S'il n'est pas déjà en route, déjà vers le trajet de la prochaine ville, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Il ne faut pas regarder que le côté mathématique. C'est pas parce que c'est toujours plus optimal côté mathématique que ça le sera aussi en vrai. Ça, c'est plus après des considérations de business, on va dire. Et un dernier petit exemple, qui est le plus visuel, on va dire, le plus ludique, c'est les missiles intelligents. En gros, vous partez du point A ici, vous devez atteindre la cible ici. Donc un missile va simplement décider à chaque étape où est-ce que je mets la force de mes propulseurs. Tout droit, à gauche, à droite, etc. En gros, à chaque étape, il peut sélectionner de 0 à 1 l'angle en fait qu'il va prendre. Est-ce qu'il va reculer, avancer, etc. Ça, c'est la première génération, c'est que des mutants aléatoires. Et du coup, on va le lancer, et vous voyez qu'il converge très rapidement vers la solution. On va faire juste au ralenti pour vous montrer en détail. Donc celui-là est très intéressant pour les personnes qui ne comprennent pas forcément les autres algorithmes, enfin les autres exemples. Celui-là, comme il est très visuel, on voit facilement. Juste un moment, c'est quoi la fitness là-dessus? Alors justement, ça c'est en 2 étapes, merci pour la question. C'est d'abord, je dois atteindre la cible, et après, je dois optimiser mes étapes pour consommer le moins d'énergie possible.
C'est-à-dire qu'en fait, si on a une courbe qui est trop large, qui passe par exemple trop loin là-bas, ça va consommer plus d'étapes. Et du coup moins optimale qu'une qui va coller en fait les bords de ce carré, qui est l'obstacle. Du coup, pardon? Du coup, en fait, c'est une fonction de fitness en 2 étapes. D'abord, atteindre l'objectif, puis une fois que l'objectif est atteint, on essaie de l'optimiser. Ici, ce que j'ai fait, c'est que la fonction d'objectif, elle a 0 une fois qu'on a atteint le but, et elle croît selon le nombre d'étapes qu'on a besoin en plus. Au début, c'est juste en fait la distance par rapport à l'objectif. Et accessoirement, si vous mourrez contre un objet, vous perdez des points. Comme ça, on élimine ceux qui se collisionnent trop rapidement et on favorise ceux qui évoluent librement dans le monde sans avoir atteint d'obstacle ou l'objectif. Donc là, vous voyez en vert la solution la plus optimale pour le moment. Et les différentes couleurs, ça vous pourrez regarder après dans le code, c'est est-ce qu'il a muté par rapport au meilleur mutant, est-ce qu'il est juste un enfant, est-ce que c'est juste un mutant aléatoire, etc. Vous allez voir que les couleurs évoluent un petit peu, je ne sais pas si vous voyez grand-chose niveau couleurs. L'importance de regarder, c'est le vert, et de voir que les enfants qu'il a derrière sont souvent très proches de lui. Parce qu'on va dire qu'une mutation, si elle apparaît ici, elle n'a pas un grand effet. Parce qu'en fait, la propulsion qu'on va donner au tout début va impacter le début, mais après va être gentiment, on va dire, convertie en vitesse, et la vitesse va diminuer, et du coup, c'est les impulsions suivantes qui vont déterminer la direction. Donc, un gène à la fois ne va pas changer radicalement la direction générale du missile. Et là, on voit justement que tous vont converger vers la cible. Et vous voyez donc là, ils ont atteint la cible, ils sont passés au-dessus de 0, et en fait, il y a un jump qui se fait directement. C'est qu'en fait, on voit que là, on est à 0 si on atteint l'objectif, et on rajoute le nombre d'étapes qu'on a pris. Enfin, je crois que c'est 30 moins le nombre d'étapes ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez voir que ce mutant ici va essayer de se coller le plus possible à l'obstacle qu'il a rencontré, enfin qu'il a juste pas rencontré, justement. Et du coup, vous allez voir, il va se coller de plus en plus, essayer d'éliminer certaines étapes pour justement économiser de l'énergie. Et on garde toujours un peu le côté aléatoire derrière pour garder un peu de diversité, parce que là, en fait, même un mutant qui n'est pas utile du tout, il a peut-être une séquence de gènes qui peuvent servir au meilleur à améliorer une certaine situation. Donc là, par exemple, j'ai coupé les gènes et je les ai remis n'importe où dans l'enfant, parce que n'importe quelle séquence peut apporter quelque chose. C'est pas comme pour le voyageur de commerce, où en fait, selon la séquence qu'on suit, c'est peut-être un chemin optimum, mais qui casse complètement le reste de la boucle. C'est 2 notions différentes. Et là, en fait, cet exemple est super intéressant, parce qu'en fait, là, c'est une version un poil modifiée de l'exemple d'avant. Vous avez un obstacle, si vous le voyez, il est légèrement décalé. Donc vous avez en fait, le centre est ici, et le centre de l'écran est un petit peu à côté. Donc en fait, le carré est un petit peu sur la gauche. Ouais, sur la gauche aussi pour vous. Du coup, lui, il trouve une solution en passant par la droite, c'est la version la plus courte. Mais, si on change le générateur aléatoire, si on change l'acide, on arrive sur un des mutants qui passe à gauche. Et du coup, eux ne trouveront jamais, en tout cas pas dans un temps humain, la solution en passant par la droite à cause de l'ergodicité. Cet espace de solution est tellement vaste et tellement séparé que de changer les gènes qu'il y a ici vont faire en sorte que les mutants ils vont soit toucher l'obstacle, soit ne plus arriver à l'objectif et du coup ne plus être sélectionnés. Et ça fait qu'en fait on passera jamais. On passera jamais de cette solution-ci aux solutions optimum ici. Et c'est ça qui est important de comprendre, que l'encodage des gènes, la façon dont on mute, c'est important pour arriver à garantir la convergence vers la solution la plus optimum. Je ne suis pas en train de dire que celle-là n'est pas optimum du tout, elle est utile, mais selon les problèmes, s'il y avait beaucoup plus d'obstacles, l'une ne pourrait quasiment pas résoudre le problème, potentiellement. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes démos ? Là, ce qui est marrant à imaginer, c'est si tu fais un mur en pointillé à la place. Ça va être très compliqué pour Mutant. Bah ouais, alors ça va dépendre, c'est toujours pareil, ça dépend à quel point tu es radical sur ta sélection. C'est là où justement l'importance de la différence entre l'exploitation et l'exploration. Parce que si tu laisses
un poil trop d'aléatoire, le mutant va muter un poil, va toucher ton trait tiré, puis du coup il va crever. Du coup il Mais- sera plus du tout fit. Mais même sur l'exemple que tu donnais avant, là par exemple, si tu avais assez de bruit, il t'injectait assez de mutants, tu as une chance que tu en aies un qui passe à droite et puis qui d'un coup se fasse Mais sélectionner. un pur aléatoire. Et il te faut plus de bruit quoi. Parce qu'en fait, le gros problème qu'il y a, Plus de bruit, c'est aussi, Là, tu converges moins vite. Quoi. c'est ça. Mais après, tu peux te dire, une fois que tu as trouvé une bonne solution, relance que de l'aléatoire à un moment. Tu as une solution optimale au cas où l'utilisateur en a besoin, mais si jamais, tu trouveras quand même au pire plus tard. Parce qu'en fait, il faut se dire que là, si tu laisses, on peut le laisser jouer un moment, les différents mutants qui sont là, même ceux que tu vois qui évoluent ils survivent. vers l'objectif, ils survivent pas parce qu'ils sont pas du tout bons. Parce que du Bah, moment qu'ils touchent pas à l'objectif, à cause de la fonction de fitness, ils seront jamais sélectionnés. mais suivant ta fonction enfin, suivant comment tu éradiques les. Ils pourraient avoir une chance de survivre même s'ils sont moins bons et avoir le temps de générer un truc qui est mieux que le. Alors ça, c'est une autre approche, c'est qu'en fait, tu te dis, un mutant que tu génères aléatoirement, tu peux lui laisser un certain temps d'adaptation. Tu peux lui dire, toi, tu as un time to life de 5 ou 6 générations, à chaque fois, tu vas muter encore un petit peu plus. Si après 5 générations, tu n'es toujours pas bon, on te gicte. Mais sinon, tu as peut-être plus de chances, en fait, Ouais, ou de bypasser. tu peux aussi, un truc classique, c'est aussi que quand tu fais ta sélection, certes ta proba elle est plus élevée de garder des bons pour les faire se reproduire, mais tu peux aussi avoir une queue assez épaisse en disant peu importe combien t'es mauvais, t'as toujours une chance non négligeable d'avoir le droit de te reproduire. Quoi. C'est l'intérêt de Pareto. Parce qu'en fait, 20% du temps, tu vas prendre n'importe lequel. Alors après, si tu le fais n'importe lequel pondéré par la fitness, ça va pas le faire. Mais si tu laisses n'importe lequel potentiellement se reproduire, tu auras plus de chances que le côté aléatoire aide un petit peu. Mais après, il faut que le gars il survive, donc il chope les 20%, qu'il se reproduise correctement, parce qu'il se reproduit moins bien que ce qu'il était, il a encore moins de chances, Ouais, non, etc. t'as pas derrière. mal de boutons à tourner, quoi, et puis ça dépend vachement du problème en fait. Et ça dépend de ce que tu vas en faire. C'est aussi ça. Est-ce que tu as la solution le plus vite possible, ou la meilleure solution, quel que soit le prix. Ah ouais, et puis même en sachant ce que tu veux, c'est pas évident de choisir comment tu paramètres ton algo. Quoi. Exactement. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, l'algorithme permet de résoudre les problèmes très facilement. N'importe qui ici dans la salle pourra le faire facilement en rentrant à la maison, mais si vous voulez trouver la solution optimale, il faut creuser un petit peu plus. Ou disons, une solution plus rapidement convergente. Ouais, et puis t'as une tension entre la trouver plus vite et puis en trouver une meilleure. Exact. D'où l'intérêt du momentum qui aide à ce niveau-là, mais qui potentiellement peut casser. Tu peux l'employer dans l'autre sens, te dire, plus tu es proche de la solution optimale, plus tu veux d'aléatoire pour continuer à explorer malgré que tu as la meilleure solution. Et puis le momentum, le problème aussi, c'est que tu risques de rater de rater le minimum, si t'as pas de bol. Si tu fais que de l'exploitation, ouais, exactement. Ouais, puis tu sautes par-dessus ton minimum Mhm. parce que tu gardes. Exactement. Donc ça, c'est les différentes étapes qu'on peut appliquer après sur les algos génétiques que je ne vous ai pas expliqué là, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, le premier point, c'est faire du génétique algorithme sur des autres algos génétiques pour déterminer par exemple comment ils vont muter, à quelle proportion on va mettre des mutants nouveaux complètement aléatoires. Est-ce qu'on met 2 par an, 3 par an, 4 par an, ça peut être un paramètre. On passe cet ensemble de paramètres comme étant des gènes dans un autre algo génétique qui va lancer des algos génétiques en disant fais 1000 générations, regarde le résultat, et selon le résultat, c'est ta fonction de fitness pour l'autre algo. C'est un peu ce qui est dans le deep learning. Le deep learning, c'est plus au niveau réseau de neurones. Oui, non mais bien sûr, mais là c'est le deep learning du génétique. En quelque sorte, ouais. du C'est une deep sorte de génétique, là. récursion sur l'algo en lui-même. Ouais, ouais. Alors après, par rapport au réseau de neurones, tu peux employer des algos génétiques pour déterminer la structure de ton réseau de neurones. Le réseau de neurones, tu peux lui dire, ok, alors on prend 10 entrées, 10 sorties, et peut-être 2 couches de 5 neurones au milieu. Puis l'algo génétique va dire, ok, on va dire 5, 6, ou peut-être 18 au milieu. Et selon comment ils convergent rapidement, on les sélectionne plus ou moins. Ça marche dans tous les sens parce que trouver les bons paramètres, c'est un problème d'optimisation. Tu peux utiliser la méthode Exactement. que tu veux. Tu peux faire du réseau de neurones pour trouver les paramètres pour ton algo génétique. Qui ou déterminera inversement. le réseau de neurones d'après. C'est ça qui est assez intéressant intellectuellement, de se dire que on peut faire des choses plus évoluées, donc méta-algorithmes, sur ce genre de truc, alors que c'est déjà de la méta-heuristique. On arrive à quelque chose de relativement intéressant. Le problème, c'est que plus tu t'éloignes, ouais, c'est ça, plus tu t'éloignes
la compréhension du problème. Typiquement, pour être capable de faire une bonne fonction pour faire ton crossover, il faut que tu aies déjà une bonne connaissance de comment on fait à quelqu'un qui a une chance d'être meilleur à partir de bons. Et bah là, typiquement, tu me demandes d'améliorer le jeu de paramètres. Tu me donnes 2 jeux de paramètres qui sont pas mal pour le truc algorithme, pour le truc génétique là. Et puis je suis censé, à partir de quelques constats, enfin, je sais pas ce que tu prends comme vitesse, mais on va dire que tu vas avoir un équilibre entre la qualité de ta solution et le temps que tu mets à la trouver, quelque chose comme ça. Tu m'en donnes un qui va vite et avec le jeu de paramètres qui va avec, mais qui trouve pas l'optimum. Tu as un qui est super lent mais qui trouve une bonne truc. Comment je combine les paramètres pour en faire un qui va un peu plus vite et qui... Au final, c'est exactement ça. En fait, tu as 2 fonctions que tu essaies d'optimiser, la rapidité de convergence et la qualité de la solution, mais du coup, tu vas te balader sur une frontière d'équilibre. Non mais je vois bien Ça, comment et tu puis optimises du le coup- trade-off. Mon problème c'est comment tu codes le crossover pour Alors le crossover tu n'a peux- pas tu besoin peux- d'être codé par l'algogénétique. Tu peux lui dire, tu as 10%, enfin tu as Ah, mais comment tu le X%. programmes Comment tu choisis de combiner? Admettons que tu as C'est un peu réglé. comme les arbres, tu vois, les arbres, ils ont pas, ça avait pas tellement de sens de les combiner bizarrement. Après, bon. Ouais, et le truc c'est que suivant comment tu choisis de combiner les paramètres de ton algo génétique, tu sais pas vraiment si tu as vraiment une chance d'améliorer, enfin que les enfants soient meilleurs que les parents. Quoi. Et si ça n'a pas cette propriété-là, en tout cas si tu n'as pas une bonne proba que les enfants Ouais. soient meilleurs que les parents, à ce moment-là ton truc il risque de jamais avancer. Un truc que tu peux faire, en fait, c'est donner plusieurs méthodes à l'algo. Une fois, tu emploies Pareto pour faire les sélections, une fois tu fais ça, une fois tu fais ça, un ensemble de possibilités. Et après, lui, tu le lances, et puis comme un réseau de neurones, il va te sortir des poids. Alors Pareto, je l'emploie 100% du temps. Le crossover avec une seule coupe, je l'emploie 0% du temps, alors que le multiple cut, je l'emploie quasiment 30% du temps. Il y a une autre solution, enfin, tu fais ce genre de truc. Comme ça, tu n'as pas besoin de programmer toi-même un truc qui va être programmé par l'algogénétique, mais c'est juste une possibilité que lui va pouvoir utiliser. C'est un peu ce que j'ai employé sans appliquer les algogénétiques pour déterminer lesquels étaient meilleurs. J'ai juste lancé manuellement plusieurs versions. J'ai vu que certaines convergeaient plus rapidement que d'autres. Et du coup, pour certains problèmes, tu peux adapter comme ça. Alors après, tu peux l'automatiser avec des algogénétiques dessus. C'est un peu ça l'idée en théorie. Après, en Ouais. pratique... Mon problème c'est que comme tu es obligé d'expérimenter pour connaître l'effet des paramètres sur le... Ah déjà, ça prend du temps. Ouais, et puis j'ai du mal à comprendre comment tu... On va dire comment tu codes ton crossover, parce que la fonction de comment tu combines les solutions, celle-là, elle est super importante sur le fait que tu avances ou pas. Si tu fais un truc qui fait n'importe quoi, les enfants, ils héritent pas des bonnes qualités de leurs parents. Toi, enfin, je sais pas, pour le voyageur de commerce, si tu les combines pas comme il faut, Déjà, il est plus ça n'avancera satisfait pas. des points communs. Voilà. Et donc là, si tu es en méta et que tu es en train de combiner les paramètres de ton algo génétique pour essayer de trouver un jeu de paramètres qui est meilleur que ceux des 2 que tu hérites, Mais là, on est dans des sujets vachement avancés. Le Ouais. gars qui commence, justement, on n'emploiera pas ce genre de truc, et il n'aura pas encore cette notion de savoir s'il est trop distant du problème ou pas. Lui, il sera encore vraiment à 100% dans le problème. Là, c'est plus côté recherche. Je sais pas si ça se fait vraiment beaucoup après dans la réalité. Non, Il mais faut vraiment optimiser. c'est super intéressant. Je suis juste en train de réfléchir à est-ce que ça a l'air, disons, tractable. Après, un autre point qui est intéressant, c'est de faire de la programmation génétique. En gros, plutôt que de dire dans un arbre, c'est des plus, des fois, des constantes, des variables, on va dire ah, ce nœud-là, c'est un while. Le premier enfant du while, c'est la condition. Ensuite, il a un body ou non. Dans le body, on fait certains trucs. Ah, c'est des statements. Une variable, on déclare une variable. On additionne, on fait 2 variables ensemble. Une méthode. Et avec ce genre de truc, en fait, on peut créer un programme qui, idéalement, va générer du Java, qui peut compiler, ou un autre langage, typiquement Lisp, qui est beaucoup plus adapté à ça. Et on peut programmer un algo génétique qui génère un programme qui peut faire quelque chose. Là, on rentre un peu dans le côté Skynet, il peut se créer sa propre intelligence, voilà. Mais c'est une des applications possibles. Ah, puis déjà pour évaluer la fitness, Faut savoir ce que tu attendre fais. qu'il termine aussi. En Faut plus, attendre qu'il s'il termine. compile. Faut regarder à l'avance, savoir si ça va terminer. Tu peux t'accrocher. Et s'il est dangereux, tu le bypasses avant. Enfin. Après, un autre truc qu'on peut reprendre de la génétique pure, c'est de se dire que les gènes sont stockés de manière diploïde, c'est-à-dire que chaque parent donne la quantité, enfin ses gènes à lui, à l'enfant, et que l'enfant va déterminer tout seul, par l'expression de ses gènes, lesquels il emploie réellement ou pas. Et avec ça, ça peut résoudre le côté j'ai un mauvais mutant qui a un bon potentiel, mais qui est mauvais actuellement.
par ce biais-là, il pourrait garder cette information au fur et à mesure des générations. Ça, j'ai pas encore creusé, c'est juste un truc, une idée comme ça en l'air, qui peut être intéressant à voir après dans un cas concret. Et puis si vous êtes intéressé, je peux vous montrer un exemple réel d'application. Mais c'est bon, voilà, c'est un peu le petit bonus qui sort du timing. Moi, je pourrais raconter vite fait aussi ce que j'avais fait. Donc là, vous voyez un planning. Vous avez plusieurs personnes. Donc là, j'en ai que 4 juste pour vous montrer quelque chose de simple. Et l'idée, c'est que ces personnes doivent passer chez des clients. Ça peut être de la réparation informatique, ça peut être des infirmières qui passent à domicile pour des soins, ça peut être du nettoyage, n'importe quoi. Et du coup, vous avez en bleu la période que la personne doit passer chez un client, en vert le chemin qu'elle fera, en vert la pause entre deux interventions, en petit rouge le petit trait, c'est juste le trajet vers le client suivant, et le gros carré rouge, c'est des conflits. L'algo lui a sorti par exemple qu'il a un rendez-vous à un endroit et qu'il est en train de faire un trajet vers un autre endroit en même temps. Donc ça, c'est typiquement pas possible. Et là, en fait, en lançant l'algo génétique, on peut arriver à améliorer la solution, en espérant que ça retourne derrière. Voilà. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de zones de conflit, que les jours se raccourcissent. On va faire travailler quelqu'un la moitié du temps en pause parce qu'on n'en a pas l'utilité, et on arrive à quelque chose, on va dire, de plus optimisé que la version initiale. Vous voyez qu'il reste encore un petit conflit ici. Là, c'est dans le cas où, en fait, l'algo doit trouver, en fait, en changeant 5 ou 6 autres événements pour que celui-là se débloque. Du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je ne sais plus combien il faut de génération, mais en gros, il finira par le trouver parce qu'il va devoir déplacer 2-3 autres événements. Voilà. En l'occurrence, il lui a agrandi sa journée de travail à celui-là. En mettant des contraintes complètement volontaires par la personne qui fait la planification, est-ce que par exemple la journée de travail de la personne est plus importante que la satisfaction des clients, dans le sens que le client, on lui dit on passera chez toi aux environs de 10 heures, et puis qu'en fait on va passer 3 jours après à 18 heures, il sera peut-être moins content. Du coup, est-ce que se dire que le mécanicien il doit faire 15 minutes plus, enfin de plus de travail sur la journée pour arriver à satisfaire le client, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le pétrole nécessaire, enfin l'essence nécessaire pour se déplacer a une réelle importance par rapport à la satisfaction du client et de l'employé? Et en fait, on peut jouer avec ce genre de truc, mettre en place les règles juste dans la fonction de fitness, et c'est ça qui va déterminer l'intelligence en fait de la solution. Oh, il y a une nouvelle loi qui arrive, une pause de 30 minutes est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent plus de 8 heures. Si vous connaissez un petit peu la loi suisse, c'est quasiment ça. Du coup, on l'implémente là-dedans. Dans la version de base, donc là j'en génère juste un nouveau. Dans la version de base, certains employés n'avaient pas de pause à midi, ou une pause trop courte. Par exemple celui-là. En fait, la journée de David du mardi n'avait qu'une pause de, je ne sais plus combien de temps, mais elle était peut-être pas suffisante pour être une pause légale. Du coup, ça c'est une pénalité au niveau de la fitness. Et ça va permettre d'insérer des règles supplémentaires. On va dire là, c'est des hard contraintes. Si c'est pas respecté, on est dans la merde légalement. Donc ça, il faut que ce soit respecté, même si ça ne doit pas satisfaire le client et l'employé. Si l'employé, du coup, il a sa pause, mais du coup, ça lui rallonge sa journée, c'est légal, on est obligé de le faire. On doit peut-être trouver un autre moyen d'arranger ces meetings, enfin ces événements derrière, mais ça, on est obligé de le résoudre comme ça. On peut avoir, par exemple, une personne qui désire travailler que le matin ou que l'après-midi. Du coup, on met des hard contraintes. Le matin, il commence à 7 heures et il finit à midi. Après-midi, il est plus censé travailler. Ou alors, on se dit, ceux qui travaillent qu'une demi-journée, on leur donne un petit bonus, genre l'heure qu'ils font de midi à 1 heure pour compenser un peu les trajets ou ce genre de trucs, on lui paye 50% en plus. Du coup, l'employé est peut-être content et du coup, il est d'accord d'être un peu plus souple. Et ce genre de trucs, on peut les mettre en place pour avoir un algo de planification automatique qui est relativement intéressant et qui évite énormément de travail manuel. Parce que là, une personne qui est en train de placer cet événement-là avec des contraintes, par exemple, il n'y a que certains employés qui peuvent le faire, il va se dire, celui-là, en fait, je le mets ici. Ah mince, lui, il ne travaille pas l'après-midi. Bon, s'il ne travaille pas l'après-midi, je vais trouver une autre personne qui fait ça, et ça devient quelque chose d'extrêmement complexe. C'est comme la satisfaction de contraintes, il faut faire du backtracking, sauf que humainement, on peut le faire à un ou deux niveaux. Mais si on doit commencer à changer 20 événements de peut-être 5 minutes pour remplacer un correctement, l'humain n'arrivera pas à le faire facilement. Du coup, l'algo est très intéressant dans ce genre de contexte.
Ça, tu disais que c'était un exemple réel parce que ton logiciel auto-planning, il y a des gens qui l'utilisent. C'est une application que je compte vendre très prochainement à un client. Ok. Justement, il m'a demandé de la planification automatique, et c'était en fait l'avantage d'avoir C'est les pas algos paid génétiques. ou- Pardon? Pas de paye? Pas du tout. Tu vas les rencontrer. On en discute après? Non, là, c'est plus en fait juste une application réelle pour montrer que c'est pas juste de la théorie, des Ouais, petits ouais. jouets pour les enfants qui jouent avec des gènes, et puis voilà. Ça peut avoir des impacts derrière sur des gens, en se disant justement le côté si mathématiquement une solution est meilleure qu'une autre, c'est pas parce qu'on gagne 5 minutes sur la journée d'une personne que ça vaut la peine de changer le planning de 50 autres. Genre le lundi matin avant qu'ils partent en tournée, attends, on te change ta tournée en fait, tu commences dans 2 heures ta journée, juste pour gagner 5 minutes. Ça peut ne pas valoir la peine. Et l'avantage de l'algogénétique là-dessus, c'est que par exemple, si on a Carole le mardi soir qui a une fièvre, elle peut pas venir mercredi. À l'algogénétique, on lui dit ah, cette journée-là, elle est off. Du coup, lui, il part d'une solution qui est déjà bonne, qui est pas complètement aléatoire, et il essaye d'arranger en fait, en mutant juste quelque peu les gènes, pour placer en fait les deux événements que Carole devait faire ailleurs chez d'autres personnes. Et tu as une façon de vérifier que tes contraintes elles cassent pas l'ergodicité. Alors justement, là, l'ergodicité, je la check pas du tout parce que pour la contrôler en termes théoriques, c'est très compliqué. Bah ouais, c'est ce qui me semble. Alors du coup, t'espères juste ton que c'est pas contrainte trop est mal. trop loin. Voilà. Si tu vois entre cette solution-là et celle-là, tu vois qu'ici, il y a énormément de contraintes qui ne sont pas satisfaites. Et j'ai volontairement laissé les contraintes pas satisfaites pour laisser plus de liberté à l'algogénétique. Ouais, le risque, c'est que même avec un petit jeu de contraintes, tu partes un peu sur un petit bout-face sur ta sélection au début, et puis tu te retrouves du mauvais côté, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'en laissant une certaine liberté, même s'il y a une personne qui ne veut pas travailler le lundi, qu'on lui met des événements le lundi, ça peut servir de zone de stockage intermédiaire à ces événements avant de trouver une meilleure situation. Et après, on peut se dire, il y a le côté humain qui rentre en compte. Ouais, tu t'autorises à avoir des solutions qui violent un sous-ensemble des contraintes Voilà. pour pouvoir garder de la... Par exemple, la pause de 30 minutes, ça c'est légal, tu peux pas t'y soustraire, merci. Par contre, s'il y a Carole qui ne veut pas travailler le mardi, mais que tu as une solution en la faisant travailler un mardi matin, tu peux négocier avec elle. Si tu travailles mardi matin, on peut te mettre une journée là, peut-être le jeudi après-midi. Et peut-être qu'elle est entièrement contente. C'est aussi le côté humain qu'il faut prendre en compte, c'est pas que mathématique. C'était un peu pour la petite parenthèse en plus. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions d'amélioration, pas forcément pour ça, mais de manière générale? Et au cas où vous êtes intéressé, vous avez un lien ici que je mettrai sur la page du Meetup. Donc c'est un repository sur GitLab qui est public. Le code n'est pas écrit en Java, il est écrit en Kotlin. Donc si vous êtes intéressé par le Kotlin en plus, vous voyez plein de petits trucs intéressants du Kotlin en plus là-dedans. Et du coup, si vous voulez participer, faire une pull request, c'est avec plaisir. Voilà. Les slides ils sont en ligne. C'est tout ici. Pas de souci. T'as les slides, t'as même une page wiki que j'ai fait exprès pour que tu refasses l'exécution des jars avec les explications. Au cas où tu veux refaire la présentation à quelqu'un, t'as tout qui est bundle. Juste peut-être aussi un autre exemple d'application, moi je m'en étais servi je travaille avec une équipe qui faisait du hard temps réel, donc ils devaient donner des pires temps d'exécution pour des programmes qui tournaient sur des chips très simples, quoi, pas du x86, hein, de InOrder et compagnie. Et ils avaient développé une technique pour pouvoir faire les pires temps d'exécution, mais sur du multicore. Donc tu as du partage de cache. Et pour pas être pessimiste, genre x100, il faut être capable de garantir que certains accès mémoire vont faire des hits dans les caches. Si tu es pessimiste à mort, tu dis que ça mise tout le temps, et à ce moment-là, c'est une catastrophe la prédiction que tu fais. Donc ils avaient un truc d'analyse statique pour arriver à prédire ça, et ils voulaient savoir à quel point ils étaient loin de la réalité. Donc pour le coup, moi j'utilisais des algos génétiques comme ça pour essayer de trouver les pires entrelacements, ceux qui faisaient le plus de cache miss, pour essayer de m'approcher du pire cas par le bas, quoi, pendant que eux ils faisaient une prédiction à l'analyse statique par le haut pour essayer d'être le moins pessimiste possible mais d'être sûr. Et moi à l'inverse, j'étais sûr que c'était faisable, mais par contre je savais jamais si j'étais rendu. Mais par contre en mesurant l'écart entre les deux, on se rendait compte
la qualité ou du désastre de leur prédiction. Et t'avais combien de temps pour résoudre ça? Pardon? T'avais combien de temps pour donner une solution? Enfin, donner une réponse en fait? De temps, bah en fait, il y a eu toute la démarche de déjà choisir de faire ça. Enfin, c'était un Non, mais je dis en termes d'exécution. C'est Ah, pas en du termes temps réel qui d'exécution. va te dire. Bah alors sur le truc c'est que ça dépendait énormément de la taille des programmes, mais sur des programmes qui étaient de l'ordre de quelques centaines d'instructions en assembleur, mais ma population c'était en gros une séquence binaire 0,1,0,1 en fonction de qui signifiait l'entrelacement des instructions entre le cœur 1 et le cœur 2 quoi. Et la fitness c'était le nombre de miss quoi. Il fallait augmenter le nombre de miss le plus possible. Les meilleurs traces c'était de l'ordre de 24 heures ou des trucs comme ça, mais je travaillais sur une petite machine aussi, j'avais pas tant de RAM que ça, donc j'étais pas obligé. Donc c'était quand même du je pouvais calcul pas- que tu faisais avant en fait, de livrer en production, un truc comme ça. C'est pas à chaque Ah, frame que tu recalculais. Là, il le n'y avait, truc, y avait pas de. C'était eux pour avoir une évaluation expérimentale de la qualité du pessimisme de leur méthode de prédiction des pics en exécution. D'accord. Et j'avais testé des trucs, alors, il me semble que j'ai écouté d'une oreille, mais il me semble que je sais pas si on a parlé des histoires de les villages où il y a différents. Tu peux aussi faire. Tu fais plusieurs populations que tu laisses s'améliorer parce qu'en fait sinon. J'en ai pas parlé, mais ouais. Et une fois qu'ils sont bien avancés, en fait là tu les mélanges. Alors, Pour par éviter contre, trop de minimoloca. en général, il faut changer ton jeu de paramètres au moment où tu les mélanges parce que suivant, ils sont pas bons dans la même direction quoi, et tu te retrouves vite à en éradiquer une, ce qui fait que ça n'a pas d'intérêt. Mais elle apporte quand même un petit peu ses gènes potentiellement. Avec un peu de chance. Le problème c'est que si C'est la grande fête annuelle du Valais, il y a les différentes années. ouais, c'est ça. C'est le rassemblement. Tu mélanges des groupes de consanguins et mais le problème c'est que les métis étaient éradiqués très très vite si tu faisais pas gaffe. Quoi. Comme dans les villages justement. Ouais, c'est ça. Et pareil avec les immigrés, si tu ramènes des aléatoires comme tu montrais, à partir du moment où ta population elle est un peu trop sélectionnée, C'est ça. si tu assouplis pas un peu la sélection, c'est pareil. C'est aussi possible justement de changer la fitness en cours de route. C'est aussi possible après. Le problème, là, moi, l'impression que ça m'avait donné à l'époque déjà, et puis je continue de garder, c'est qu'il y a déjà un peu trop de boutons. Alors effectivement, en rajouter, tu peux faire du méta, et ça te résout pas le problème qu'il y a trop de boutons et que tu sais pas ce qu'ils font. Quoi. C'est clair. T'as une petite idée si t'en tournes un seul de comment ça va changer. Par contre, si tu en mets celui de gauche un peu moins et puis celui de droite un peu plus, Bah des fois c'est pareil. Il faut changer 3 pour voir un effet positif. ouais. C'est Non, ça, c'est pour ça, mon problème c'est pas tellement tu peux changer en cours de route, c'est plutôt comment on choisit, les paramètres. Et surtout si. Ton set de paramètres. Ouais. Tu passes pas une année à chercher au hasard. Mon problème c'est justement aussi, est-ce que ton expérience sur un problème, elle te permet d'être meilleur sur le suivant? Et c'est pas garanti. Les paramètres sont assez. Et si jamais la page wiki qui explique en fait les différents exemples, donc c'est tout ce que je vous ai fait comme démo, en expliquant qu'est-ce qu'on rajoute, sur quel bouton il faut cliquer pour pas aller trop vite, pour bien voir les phénomènes. Donc au cas où vous êtes intéressé, là c'est des purs jar, donc il suffit d'avoir Java 8, quelque chose, pour que ça tourne. Donc voilà. Merci d'être venu à cette soirée en tout cas. Alors juste, je sais pas ce que vous voulez